On est ravis de vous accueillir sur cette discussion qui est à l'initiative de notre présidente adorée, Astrid de la Forêt, qui est, comme évidemment nous toutes et nous tous, passionnés de cinéma. Évidemment, il y a aussi d'autres musiciens où on a eu l'occasion de composer pour le cinéma. Nous avons des cinéastes qui ont fait des films. Nous avons même des gens qui ont fait des décors de films. Nous avons des grandes spécialistes, nous avons des productrices. Nous avons également des gens qui ont dit plein de mal d'autres gens qui faisaient du film. Bref, voilà. Et je trouve que c'était une discussion particulièrement importante à un moment donné où effectivement les plateformes changent beaucoup de choses, où elles peuvent être un espace de liberté et en même temps un grand danger. Et donc nous avons des spécialistes formidables pour en parler, qui en plus sont des artistes que nous aimons et que nous apprécions. Nous avons notre chère Laure pour entraîner une discussion endiablée. Et après cette petite introduction, en vous souhaitant la bienvenue sous cette coupole, je repasse le micro à ma présidente adorée. Merci Laurent. Bon, alors moi j'ai un papier, il faut beaucoup d'expérience pour parler sans papier. Donc, tout d'abord, merci d'être venus si nombreux pour assister à ces deuxièmes rencontres de l'Académie. Donc notre secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Girard, et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour ces deuxièmes rencontres. Cette seconde table ronde fait partie d'un cycle que j'ai voulu initier pendant mon année de présidence. La prochaine rencontre, qui aura lieu le 22 juin, questionnera le propos de l'architecture, le climat et le paysage, ou comment envisager nos villes de demain. Architectes, urbanistes, paysagistes et géographes seront là pour en débattre. Après une première rencontre consacrée au thème de la collection et des collectionneurs, nous avons souhaité aujourd'hui questionner les conséquences du développement des plateformes sur le cinéma d'auteur. En effet, ces dernières bousculent non seulement toute la filière du financement du cinéma, mais également le format même du film d'auteur. Donc, comment penser cette mutation qui s'impose aujourd'hui au monde du cinéma? Je voulais d'abord remercier Christine Gosselin, ici présente, correspondante de notre académie, pour l'aide qu'elle m'a apportée dans la préparation de cette table ronde. Son regard et ses connaissances, nourries d'une carrière extrêmement riche comme productrice, mais également cofondatrice de la société Thelma Film, ont permis à cette rencontre de voir le jour. Je voudrais également remercier Cédric Clapiche pour son soutien par le biais d'un petit entretien qu'il nous a envoyé depuis la Grèce, où il est actuellement en tournage et que nous visionnerons tout à l'heure. Cher Colline Serrault, chère Agnès Jaoui, Marc Fitoussi et Isabelle Madeleine, vous avez accepté notre invitation à échanger autour de cette question. Permettez-moi de vous présenter rapidement avant de vous donner la parole. Agnès Jaoui et Colline Serrault, vous êtes toutes les deux actrices, réalisatrices et scénaristes de films qui ont connu de grands succès. Et oui, mais attends, je le dis après. On peut dire que vous êtes toutes les deux des femmes engagées, souvent rebelles, pleines de talent et multitalentueuses, puisque vous avez aussi le chant et la musique en commun, je le dis. Par ailleurs, Colline, vous êtes aussi membre de notre académie. Marc Fitoussi, vous êtes scénariste et réalisateur. Depuis 2007, vous avez écrit et réalisé de nombreux longs métrages comme La ritournelle, La vie d'artiste et plus récemment Les apparences. Vous avez également réalisé avec Antoine Garceau beaucoup d'épisodes de la série 10%. Isabelle Madeleine, vous avez créé la société de production Dharam Sala et vous êtes présidente de l'Union des producteurs de cinéma qui regroupe plus de 240 producteurs, ce qui vous a amené à être extrêmement présente et impliquée dans les discussions et les négociations autour des nouveaux modes de production à travers les plateformes. Laure Adler, vous avez accepté d'animer cette table ronde et je vous en remercie. Vous commencez votre carrière comme journaliste à France Culture en 1974. Vous êtes éditrice, vous êtes auteure, productrice de nombreuses émissions culturelles à la radio comme à la télévision. Votre carrière témoigne d'un véritable engagement politique quant à la place de la culture dans notre société.
Femmes de lettres, vous marquez également l'édition de votre empreinte en publiant des romans historiques, des essais et des biographies. Je suis vraiment impatiente, nous sommes tous impatients de vous entendre, et surtout le public, n'hésitez pas à poser des questions, il faut que ce soit un débat, il faut, même si c'est pas, vous pouvez quand vous voulez intervenir. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Voilà. Bon, merci Astrid, on m'a demandé d'être l'idiote de service, ce qui me va très bien. Je crois que le sujet est d'une ampleur assez considérable en ce qui concerne la création dans le futur et même aujourd'hui dans l'actualité et l'intensité de ce présent. Je crois aussi savoir qu'il y a dans ce débat des gens qui connaissent très très bien les dossiers à la fois de financement, à la fois technique, à la fois de production. Mais nous, grand public, nous ne connaissons pas toutes les étapes pour parvenir à financer la création. Nous sommes tellement heureux d'aller assister à des créations, mais finalement assez peu soucieux de savoir comment ces créations parviennent jusqu'à nous, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Donc il y aura 3 tempos dans ce débat: état des lieux, production, et puis réalisateur, créateur, comment continuer ce combat-là, qui pour le moment subit de grandes métamorphoses en raison de ce que Astrid a dit. Moi j'ajouterai un volet, mais je pense qu'il viendra dans la discussion, c'est que je pense aussi que nous, spectatrices et spectateurs, nous sommes transformés au plus intime de nous-mêmes et de notre imaginaire par les plateformes, par les formats des plateformes, par les scénarisations des créations qui nous sont données dans les plateformes. Donc c'est véritablement de l'histoire d'un regard qui est en train de se métamorphoser, dont il sera peut-être question ce soir. Mais c'est vous, Isabelle, qui allez commencer ce débat, puisque, comme l'a dit Astrid, vous êtes au cœur de la mêlée et vous allez pouvoir synthétiser en quoi, justement, ce moment que nous traversons est extrêmement important, tout en rappelant, je crois, qu'il y a une exception française dans le paysage de la création européenne et même mondiale. Bonjour à tous. Bon, c'est une lourde tâche. Je vais essayer d'être assez pédagogue et surtout, n'hésitez pas à me dire si je suis trop technique, trop ennuyeuse surtout. En fait, les plateformes, c'est un bouleversement comme le cinéma on a connu auparavant. Il y a eu l'arrivée de la vidéo tout d'un coup, il y a eu l'arrivée des chaînes payantes. Donc c'est un nouveau mode effectivement de diffusion et d'exploitation des films qui a été encadré parce qu'il y a eu une volonté européenne via la directive SMA, qui était on veut que les plateformes contribuent à la création européenne. Et donc chaque pays européen doit transposer cette directive, et c'est la France qui est souvent effectivement en pôle position sur toutes ces questions-là. Et on est très regardé parce qu'on a un système qui est très organisé, très performant avec le CNC, avec un système d'aide publique, d'aide en région, d'aide publique via le CNC, la fameuse avance sur recette, des financements privés des chaînes qui ont l'obligation également d'investir dans le préfinancement des œuvres. Et donc, évidemment, on s'est positionné très très vite sur une négociation pour mettre en place ce qu'on appelle le décret en France SMA, qui va décider du niveau d'investissement des plateformes dans la création européenne et française. Donc, pour le résultat des courses, c'est que maintenant, chaque plateforme est obligée d'investir 20% de son chiffre d'affaires dans les œuvres à la fois audiovisuelles et cinéma. Audiovisuel, c'est tout ce qui est pour en fait, la télé et les plateformes. Le cinéma, c'est les œuvres qui sortent en salle. Sachant que cette enveloppe de 20%, par exemple à titre indicatif, Netflix, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires, 20%, c'est 200 millions. Et ces 200 millions doivent être répartis entre l'audiovisuel et le cinéma. Et la plateforme a l'obligation d'avoir au minimum 20% de cette obligation sur un des deux, soit audiovisuel, soit cinéma. C'est-à-dire qu'elle peut décider, elle ne peut pas mettre moins de 20% dans le cinéma de son obligation. Et de fait, toutes les plateformes ont décidé d'investir le minimum auquel elles sont autorisées, à savoir 20% de leur obligation totale. Donc pour Netflix, vous avez 20% de 200 millions, ce qui veut dire 40 millions d'euros. Voilà. La contrepartie de ça, donc on a une manne d'argent qui arrive, qui n'est pas si gigantesque que ça, parce que Netflix est la plus grosse plateforme, et donc on parle de 40 millions qui vont arriver dans le cinéma européen, sachant que c'est quand même
européen, mais il y a 85% des œuvres qui doivent être d'expression originale française, donc de langue française. Amazon, ça va représenter peut-être 8 millions pour le cinéma. Et Disney, on parle de 3 millions, 4 millions. Donc l'ensemble de tout ça, sur 2023, c'est 50 millions d'euros. Il faut savoir que, par exemple, l'ensemble des chaînes, que ce soit Canal+, Ciné+, OCS, les chaînes hertziennes, tout ça, c'est plus de 300 millions dans le cinéma. Donc vous voyez un petit peu le rapport. Et évidemment, la contrepartie des plateformes, c'est que si elles investissent, c'est-à-dire qu'elles ont la possibilité aussi d'exploiter leurs œuvres plus tôt. Et là, on rentre dans un truc qui peut être un petit peu technique, qui est une grande création française que les Américains nous envient beaucoup, c'est assez ironique, qui est la chronologie des médias. C'est-à-dire que qui est un décret, et vous l'avez expérimenté, mais en tant que spectateur. C'est-à-dire que quand vous voulez voir un film en salle, vous pouvez y aller, et ce film-là ne sera pas disponible à la vidéo à la demande ou en DVD que 4 mois après sa sortie salle. Et si vous voulez le voir sur Canal, ben vous le verrez sur Canal, maintenant c'est 6 mois après la sortie salle. Et si vous voulez le voir sur une chaîne de télé en clair, sur TF1, France 2, ça va être 2 ans après la sortie salle. Et ça, c'est une réglementation. C'est-à-dire que tout film qui sort en salle est soumis à cette chronologie des médias. Et évidemment, la contrepartie de ça, c'est que la place des différents opérateurs, que ce soit Canal+, que ce soit les hertziennes, etc., est aussi fonction du niveau d'investissement qu'ils ont dans la création. Donc à la fois la chronologie des médias détermine quelque part les différentes phases d'exploitation, de diffusion de l'œuvre, mais également structure tout le financement privé du cinéma. Et donc, effectivement, il y a eu une grande négociation déjà pour déterminer quel niveau d'investissement les plateformes allaient mettre, donc le fameux 20% du chiffre d'affaires, le fameux 20% de 20%, donc 4% dans le cinéma, et évidemment, quelle place elles allaient avoir dans la chronologie des médias. Avant donc cette contribution au préfinancement des œuvres, les plateformes ne pouvaient diffuser que des films que 3 ans, 36 mois après la sortie salle. Donc vous avez essentiellement des films de catalogue. Maintenant, avec ce décret SMAD, les plateformes vont être à 15 mois, 16 mois, 17 mois après la sortie salle. Donc elles avancent beaucoup en contrepartie, effectivement, de l'argent qu'ils vont mettre dans le préfinancement des œuvres. Voilà, ça c'est un petit peu un panel de comment fonctionne quelque part un peu notre économie et comment en fait, et ça c'est vraiment une négociation interprofessionnelle qui a eu lieu, c'est-à-dire que c'est pour ça que tous les producteurs et les auteurs étaient au cœur de ces négociations. On a créé la fameuse task force, c'est-à-dire que vraiment pour essayer de signer des accords avec les plateformes. On a signé un accord avec Netflix et on en a profité pour signer et renouveler tous les accords, que ce soit avec Canal+, Ciné+, OCS, TF1, M6. Oui, ça a été un combat, d'ailleurs, ça n'a pas du tout été acquis d'avance, hein. Ça a été un combat difficile et douloureux. Non, et on a été sans doute beaucoup mieux disant, même je pense que l'esprit de la directive européenne. Et ce qui était important, ce qui était compliqué pour Netflix, parce que comme on était les premiers à négocier, on est aussi une sorte de marqueur. C'est-à-dire que tous les autres pays européens nous regardent en disant mais qu'est-ce qu'a fait la France et à quel niveau ils sont. Et on va être évidemment parmi les pays, enfin sans doute le pays où les plateformes vont contribuer le plus. Voilà, c'est un petit état des lieux. Je ne sais pas s'il y a des questions, je peux rentrer plus dans le détail, mais après ça... Finalement, quand on parle de chronologie des médias, c'est une notion qui a énormément évolué avec autre chose, qui est la durée de vie des films en salle. Puisqu'avant, un film à grand succès, etc., il restait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, quand un film tient 3 mois en salle, on dit chapeau. Donc évidemment, il y a cette notion de chronologie des médias qui a incontestablement changé. Et puis, il y a aussi une autre question qu'on n'aime pas tellement traiter, mais qui semble quand même qu'il faut prendre en tête. Il y a bien sûr le problème de la VOD, où là les films sont accessibles, certes en payant, mais beaucoup plus rapidement par rapport à la sortie en salle. Mais il y a aussi un autre phénomène, qui est que maintenant on peut avoir des écrans gigantesques à la maison pour des sommes qui ne sont plus extravagantes, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, mais qui sont quand même plus extravagantes, avec un son 5.1, et l'avantage éventuellement de ne pas avoir le crétin avec son smartphone qui continue à envoyer des textos pendant le film, et l'autre à droite qui mange ses pop-corn. Donc, quel est aussi, à votre avis,
l'influence de ça, c'est-à-dire de l'influence de la technologie à la maison, même si on a toute une jeunesse qui continue à avoir un grand plaisir à aller au cinéma en salle, même si pour nous qui sommes des professionnels, mais les musiciens sont quand même quelque part aussi associés à ça, on aime aller voir un très bel écran, avec en plus le nombre de salles, de multiplex qui ont commencé à avoir des écrans pas si grands que ça. Quelle est l'influence de tout ça? Et moi, je voudrais rajouter une autre question par rapport à ce que vous venez de dire, Laurent, c'est qu'on a l'impression, nous, spectateurs, que l'idée du film d'auteur, quand il sort et qui était un événement auparavant, le devient de moins en moins parce que très vite, il y a le DVD qui sort, comme vient de le rappeler Laurent, et il y a une espèce de dégradation de la notion de création, comme s'il y avait une accélération, et d'ailleurs je crois qu'objectivement, il y a eu une accélération de la mise en chantier des différentes métamorphoses de ce film qu'on attendait pour aller le voir en salle. Ça va de plus en plus vite et du coup, c'est tellement multiplié que la notion de création, elle se perd un petit peu. Oui, alors il y a plusieurs aspects dans tout ce que vous venez de dire. C'est effectivement un film, vous pouvez l'avoir en vidéo, si je fais simple, 4 mois après la sortie salle. Mais la réalité aussi de ce qu'on voit, c'est qu'avant, les films restaient beaucoup plus longtemps à l'affiche. Maintenant, vous avez beaucoup de films, vous sortez, si le film ne marche pas, au bout de 2 semaines, il n'est plus à l'affiche. Et notre problématique aussi, et ça on pourra en parler par rapport aux auteurs, c'est de faire en sorte qu'une œuvre soit toujours disponible pour les spectateurs. Et quand vous avez un film qui sort de l'affiche au bout de 2-3 semaines, et qui ne sera pas en vidéo, qui ne sera pas disponible avant 4 mois, ben votre film il est au frigo pendant plus de 3 mois. Et c'est-à-dire que le peu de notoriété même que vous avez pu acquérir au moment de la sortie, que ce soit une notoriété critique avec la presse, une notoriété marketing avec ce qui a été mis en place au moment de la sortie du film, bah de toute façon, vous ne pouvez même pas capitaliser sur le peu que vous avez pu construire parce que vous vous retrouvez au bout de 4 mois. Donc il y a vraiment cette problématique-là. Et je dirais, au-delà de la question du home cinéma ou de la possibilité technique de voir des films chez soi, là, pour nous, on a une énorme, je ne vais absolument pas jouer les Cassandres, mais on a une énorme problématique de marché, c'est-à-dire qu'on est au minimum à moins 30% de fréquentation en salle. On a été fortement impacté par la fermeture des salles, avec la notion de n'être pas essentiel, et on n'a toujours pas la reprise. Et on sent qu'effectivement les habitudes des spectateurs ont changé et qu'au-delà du home cinéma, il y a même une volonté de repli, de moins sortir. Et c'est très inquiétant pour nous parce qu'on a eu beau sécuriser tous les financements existants, comme je disais, avec les chaînes, avec les accords qu'on a pu passer, les nouveaux financements que constituent les plateformes. Si notre marché directeur, qui est celui de la salle, ne remonte pas à moins 30%, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que les exploitants ne vont pas pouvoir tenir, les distributeurs non plus, les producteurs non plus, les auteurs non plus. Donc on a vraiment une problématique. Et moi, la grande interrogation, c'est au-delà de savoir effectivement comment on voit, à quel moment on voit les films, c'est comment faire revenir les gens en salle. Et là, c'est vraiment la question que toute notre activité, notre secteur doit se poser. Alors là aussi, c'est une histoire de problème de mentalité, de notre corps dans une salle commune, la séance de cinéma telle qu'elle existait auparavant, quand même une communauté créée, même s'il y a des gens qui mangent du popcorn. Moi, je préfère aller au cinéma pour aller voir les films que d'être toute seule, même avec mon amoureux, chez moi pour le découvrir. Hein. Il y a tout un rite qui accompagne, je crois, la sortie d'un film, aller au cinéma au moment de la sortie ou dans la semaine après. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est très intime peut-être, mais qui est en même temps collectif. Qu'en pense Agnès Jaoui? Est-ce qu'il y a péril en la demeure? Parce que là, oui, vous venez de dresser un tableau qui est quand même... les habitudes du Covid vont peut-être continuer pendant une décennie et peut-être ne jamais être récupérées. Alors oui, je pense qu'il y a absolument péril en la demeure et en même temps que on ne peut pas aller contre, totalement un changement de société. C'est-à-dire que vous parliez des grands écrans qui existent chez certaines personnes, mais de toute façon, par exemple, mes enfants qui sont adolescents, qui ont 19 et 21 ans, ils regardent... Dis donc, c'est des grands adolescents. Hein. Oui, d'accord, c'est des post-adolescents, c'est des jeunes adultes, comme vous voulez. Enfin, en tout cas, ils voient des films avec 3 écrans. Enfin, ils ont leur écran, et puis ils le voient avec quelqu'un qui le regarde ou qui fait un autre jeu à côté, et puis un autre écran qui est sur TikTok. C'est-à-dire qu'ils ont de toute façon une façon de consommer. Alors,
il y en a d'autres qui consomment différemment, mais il y a des changements. Moi-même, qui fais des films et qui aime voir des films, le soir, et bien souvent, je vois des séries. J'ai envie de voir des formats courts. Et je ne sais pas quand j'aurai à nouveau envie de voir des formats longs. C'est-à-dire que c'est devenu un petit peu un effort. Enfin, je sens que je fais... C'est pas exactement la même chose. C'est comme prendre un livre. Enfin bref, on a plein d'habitudes qui ont changé. Et l'autre chose qui est importante... Mais bon, tout ça se modifiera peut-être à nouveau, de la même façon qu'il y a eu des feuilletons dans les journaux, puis il n'y en a plus. Enfin voilà, les séries, il y en avait il y a très longtemps, puis c'était ringard pour nous, puis ça ne l'est plus. Enfin bon, voilà, il y a des variations, ça... Je ne sais pas qui peut dire quand est-ce que, et à quoi c'est dû. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant besoin de distraction et d'histoire. Et que, par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tout cas, bon, c'est mon expérience, les auteurs et les cinéastes ont jamais été aussi maltraités. C'est ça qui est très paradoxal. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, il y a effectivement une rapidité pour produire. Moi, le peu que je suis allée dans la série, tout est tellement plus rapide, tout est tellement plus... Enfin, et on a l'impression que le temps rapide de gestation... Dans quoi alors? Dans le mode de fabrication? Dans tout. Dans l'écriture, dans le tournage, je sais pas comment dire, c'est incomparable. Vous faites en... Pardon, je te coupe. Non, par exemple, un épisode de 10% se tourne en 11 jours. Et c'est vrai que ce sont des épisodes qui sont censés faire 52 minutes, qui finalement faisaient 1 heure à peu près, voire plus. Et 11 jours, voilà, enfin, comparé à un tournage de cinéma, c'est très très peu. Donc ce qui implique beaucoup de préparation en amont pour essayer d'être fin prêt au moment où on tourne si vite. Mais tout ça est maintenant... Le problème, c'est que tout ça est aujourd'hui accepté. Et si bien que par tous les intervenants de la chaîne. Exactement. Si bien que même au cinéma, on nous demande aujourd'hui de plus en plus de tourner avec ce rythme-là. Et donc de réduire au maximum les temps de tournage. Donc finalement, la série donne un peu trop le là au cinéma. Juste pour un film, souvent ça va être entre... Maintenant, ça a baissé effectivement, mais on est entre 35 et 40 jours, souvent, pour un film. Donc une grosse différence, ouais. Quand vous dites ça par rapport à des séries, évidemment, en donnant l'exemple, mais il y a aussi beaucoup, on se réfère aussi à nos exemples français. Est-ce que tout ça n'a pas été aussi un peu chamboulé par le fait qu'on a vu apparaître des séries extraordinaires, quand je pense à des choses comme The Young Pope ou des choses comme ça, d'une créativité formidable, et avec des moyens de cinéma, alors. C'est-à-dire, ce sont des séries qui sont... Celles-là, elles sont certainement pas à 5-6 minutes par jour utiles. Ah si, si. Même les grandes? Si, non, pardon. À ma connaissance, si. Par contre, il y a beaucoup plus d'argent. Enfin, voilà. Après, on peut pas... Enfin, ce qui est très compliqué, je pense, parce que je suis d'accord avec vous, il y a des séries d'excellente qualité. Donc, on ne peut plus parler comme avant. Meilleur et bien meilleur que certains films. Oui, bien sûr. C'est difficile. Et puis, il n'y a pas les plateformes, il n'y a pas non plus les cinéastes, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas du tout logé à la même enseigne. Donc, il faut, je pense, établir des règles pour que même ceux qui ne sont pas connus ou qui sont jeunes ou qui n'ont pas d'expérience puissent être protégés un minimum et qu'on ne soit pas tous passés comme ça à la moulinette, comme pour l'instant c'est un peu en train de se faire, parce qu'aussi c'est nouveau pour tout le monde. Et tout le monde est un peu en panique parce qu'effectivement le cinéma s'effondre et les gens pour l'instant ne reviennent pas, etc. Et puis il faut voir que dans tous les autres pays du monde, il y a très peu de salles de cinéma qui sont restées ouvertes. Je ne dis pas que c'est à souhaiter en France. C'est même tragique quand on voit l'Italie, quand on voit plein de pays d'Europe qui n'ont pas eu la chance d'avoir notre législation. C'est pour ça qu'elle est capitale, notre législation. S'il n'y avait pas eu le CNC, on n'aurait pas ce cinéma-là. S'il n'y avait pas eu la loi Jack Lang sur les 10% de Canal+, on n'aurait pas survécu. Et non seulement le cinéma, mais encore une fois, une certaine idée d'une création qui ne soit pas formatée. Parce que là non plus, on ne peut pas parler pour tout, mais quand même, sur Netflix, enfin, ils voient quand vous regardez, ce que vous regardez. Si vous continuez après le premier épisode, ils voient... Les bandes annonces, après, ne sont plus les mêmes pour chaque spectateur. Ils les modifient en fonction de ce qu'ils croient être votre désir. Donc, et ils vous proposent leur catalogue selon les choix qu'ils ont selon ce qu'ils croient...
voilà, on devient des cibles de marketing dans la culture. Oui. Il y a quand même un endroit qui est très inquiétant, parce qu'on sait aussi que dans le cinéma, comme partout dans la culture, on croit qu'on a une recette et fort heureusement, elle ne marche pas. On croit que telle pièce va pas marcher parce qu'il n'y a pas telle vedette et tel truc, et finalement ça marche. On croit que tel film qui parle, et finalement c'est Titanic et tout le monde y va. Enfin bon, etc., etc. Donc il faut pouvoir préserver ça, évidemment, il me semble. Je précise, puisque vous parlez du CNC, que Olivier Henrard m'a envoyé un petit mot tout à l'heure. Il devait être avec nous, mais Roselyne Bachelot a décidé de recevoir ce soir les films qui sont sélectionnés pour Cannes. Donc il était obligé, et il fait évidemment ses amitiés à tout le monde. Elle a de la chance, il insiste fortement sur le fait qu'il est très concerné par le débat d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire, c'est la raison pour laquelle je partirai sans doute un tout petit peu avant la fin du débat. Mais je suis quand même là. Vous avez de la chance aussi, Isabelle. Marc, vous voulez réagir sur ce que vient de dire Agnès? Non, mais je suis absolument d'accord. Enfin, vous vivez les deux quand même, les deux économies. Est-ce que ça change quelque chose à votre pratique? Oui, enfin, disons que par exemple là, je viens de tourner un film et c'est présenté la possibilité de le faire pour une plateforme plutôt que pour le cinéma. Donc avec ma productrice, on s'est réellement posé cette question puisque les plateformes avaient lu le projet et se montraient intéressées. Et vous avez présenté aux deux? On va dire que oui, on l'a présenté aux deux. Mais voilà, non mais c'est un changement énorme aussi. Hein, en tout cas, qui va se généraliser. On était curieux d'avoir leur retour et de savoir comment... mais il a fallu quand même à un moment faire un choix et se dire qu'on voulait que ce soit un film de cinéma et non pas un film de plateforme. Et on a choisi ça d'une part parce qu'on savait que, enfin moi en tout cas en tant qu'auteur et réalisateur, je savais que j'aurais forcément plus de temps pour réaliser et que j'allais aussi, je pense, réaliser autrement ce film et que je l'aurais probablement envisagé autrement si je l'avais pensé pour un film directement pour une plateforme. Je pense simplement en termes de mise en scène, le fait d'éviter des plans trop larges parce qu'on sait qu'on va être diffusé sur de petits écrans plutôt que sur un grand écran de cinéma. Enfin voilà, il y a des choix à faire. Après, je suis totalement d'accord avec Agnès. Et heureusement, on a aussi, par exemple, des exceptions. On parle du cinéma qui s'effondre. Et le dernier film de Cédric Lapiche cartonne actuellement en salle et dépasse les 1 million d'entrées. Et donc, voilà, l'exception qui confirme la règle. Mais disons que ce film est cité un peu en exemple pour prouver que peut-être il y a quand même un espoir aussi en salle. Excusez-moi, quand vous parlez des plateformes, est-ce que un des paradoxes n'est pas que finalement, par rapport à des producteurs et réalisateurs français ou qui travaillent en France, ces plateformes sont beaucoup moins intrusives sur le scénario, sur la réalisation que le sont les chaînes de télévision. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai vu vraiment les canons donnés par TF1, par France 2, par France 3 pour travailler, même au niveau de certains mots, c'est terrifiant. Donc est-ce que vous avez... elles sont très contraignantes ou est-ce que vous avez quand même une forme de liberté sur ces plateformes? Juste de cinéma, j'ai pas compris. Pas sur le cinéma, hein, pardon. Hein, pas sur le cinéma. Les chaînes de télévision, vous apportez un scénario, elles décident d'aller sur le scénario et on ne les revoit plus du tout. Oui. Ah d'accord, je croyais que vous parliez du cinéma, parce que là, effectivement, les chaînes de télé n'interviennent pas au cinéma, alors que sur les séries, oui, elles interviennent. Oui, elles interviennent beaucoup, bien sûr. Oui. Oui, elles interviennent énormément et à toutes les étapes. Et de plus en plus. Et en plus, à plein de... Enfin, je veux dire, vous avez 35 pages de... D'abord, voilà, tel producteur, ensuite tel autre, ensuite Arte, ensuite l'Allemagne, comme c'était en thérapie, etc. Oui, c'est assez particulier. J'avais une autre question, alors je ne sais pas si c'est Agnès, Colline qui n'a toujours pas dit un mot, ce qui m'étonne énormément. Ouais. N'avez-vous pas l'impression que depuis peut-être 2-3 ans ou 3-4 ans, il y a une légitimation artistique des plateformes comme opérateurs de plein pied, comme des grands producteurs de cinéma, dans la mesure où des très grands cinéastes ont signé avec les plateformes en tant qu'auteurs? Colline. Je sens que c'est à moi de parler. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'était intéressant. Ce qui m'a intéressé beaucoup dans votre intervention, Isabelle, c'est que il y a des contradictions. En fait, là, en France, on a beaucoup, depuis des années, tous les ministres, il y a Frédéric Mitterrand qui est là,
Et toutes les forces de gauche et de droite ont soutenu le cinéma et ont soutenu les salles, ce qui est très important, ce qui fait qu'on est les seuls, il faut le rappeler tout de même, en Europe et même dans le monde, qui avons cette vie, à part évidemment le cinéma indien et puis le cinéma américain, mais nous, on a une vie cinématographique qui continue. Et la gauche et la droite nous ont soutenus. Il y a aussi le fait que, avant, il y avait la Corée. La Corée, ils avaient encore des obligations, ils devaient passer dans les salles 55% de films coréens. Et ça a donné une cinématographie géniale. Et après, quand ça s'est arrêté, plus de cinéma coréen. Et le cinéma, il y a des très grands cinéastes européens qui n'ont plus pu s'exprimer depuis des années, parce que par abandon des pouvoirs publics et sur une politique d'aide au cinéma qui nous a pris la forme d'une aide par le CNC, le ticket américain dont est prélevée une partie qui alimente le cinéma français, et puis les obligations des chaînes. Donc, nous, on est encore dans une situation très privilégiée. Maintenant, la contradiction que vous avez tout à l'heure exprimée, c'est que, en même temps, comme les films ne s'installent plus en salle, mais sont comme une espèce de produit pour ramasser le plus de fric possible dans la première semaine, et même simplement quelquefois dans le premier jour, il peut se passer, après la sortie d'un film qui a quand même encore un petit peu une véritable exposition médiatique, il peut se passer 4 mois avant qu'on le revoie ailleurs, et donc il est oublié, quoi. Il est oublié aussi parce que pas assez vu. En une semaine, le bouche à oreille n'a pas du tout le temps de s'installer. Donc ça aussi, ça fait partie de la destruction. Alors à la fois, il faut protéger les salles, mais en même temps, cette chronologie des médias nous étrangle quelque part. Il y a ça que je voulais dire. Et puis aussi le fait que, il me semble... Alors la question de la vitesse du tournage. Moi, je sais, bon, nous, dans le cinéma, quand moi j'ai commencé, on faisait genre 1 minute, 30 secondes des fois, utile par jour. C'était le grand confort. Et on était à la place par rapport aux télévisions, extrêmement rapides, les techniciens de cinéma. Un technicien de télévision, à l'époque, quand j'ai commencé, il mettait, je sais pas, 25 minutes à mettre un projo. Tandis que nous, dans le cinéma, on mettait 5 minutes, quoi. Ils étaient dans ce confort-là, les gens de théâtre, de télévision. Mais maintenant, ça a changé. Alors, cette histoire de rapidité de tournage, à la fois, on est tout le temps dans des contradictions. À la fois, c'est terrible, mais en même temps, moi, je sais, pour essayer ça, j'ai fait 2 téléfilms. J'ai fait Couleur locale avec Isabelle Nanty, et puis aussi le film sur l'entrée de Brossolette au Panthéon. Et ben, je me suis dit, on va voir. J'ai 4 semaines, alors que normalement j'en ai 8 pour tourner. Et étant très préparé, avec des techniciens qui ont complètement changé à la télévision, maintenant ils sont extrêmement rapides. Ça a été un confort formidable. J'ai tourné en 4 semaines. J'ai pas eu, parce que aussi, ça oblige à une énorme préparation. Ça oblige aussi à ce que les acteurs français apprennent leur texte, ce qui est extrêmement rare, je signale à tout le monde. Les acteurs français ne sont pas formés. Pas toi peut-être, mais je veux dire qu'ils annonnent leur texte, ça donne des films lents, quoi. Et moi, je veux des films rapides, parce que voilà. Donc ça aussi, il y a la question de la formation des acteurs qui est en jeu, et on doit pouvoir tourner. Si on est super bien préparé avec des bons techniciens qui vont vite, on peut tourner vite. Mais bon, alors là, après, la vitesse de 10%, ok, on va essayer, quoi. Non, mais en même temps, bon, alors moi, ce dont je voulais aussi parler, excuse-moi, c'est que il y a quand même aussi une question civilisationnelle qui n'est pas seulement due à la pandémie, au fait qu'on était tous enfermés chez nous. Je pense qu'il y a eu, après des années, d'un cinéma extrêmement intime qui parlait de sexualité, qui était très, comment dire, perso, quoi, qui était oui, intime, un peu les histoires d'amour du 6e arrondissement, un peu, en étant un peu polémique, disons. Pas entièrement, quand même. Bon, pas que ça, je suis exprès polémique, c'est bien. Mais il y a maintenant, je pense, un changement aussi, un désir autre dans le public. Et ce désir, ou bien on s'y coltine, on s'y adapte, ou bien on résiste, ce qui est aussi très très bien. Mais il y a en ce moment, dans le public, et le succès des séries le prouve, un désir de récit sur un long temps. Le scénariste devient extrêmement important, mais c'est bien ça.
Avant, il y avait des scénarios, c'était ni fait ni à faire, ils étaient super financés, on se demandait franchement pourquoi. Quoi. Il y a ce désir de scénario excellent, et puis il y a aussi le désir de toucher des thèmes beaucoup plus mythiques, beaucoup plus des grandes sagas, des histoires où on suit la vie des gens sur un long temps, et qui pour moi, qui suis une passionnée de la littérature du XIXe siècle, ça rejoint vraiment tous les grands auteurs, Balzac, Zola, et Dostoïevski, qui ont écrit sur des temps longs, qui prennent le temps de décrire les choses, et qui parlent d'une manière aussi peut-être politique, mais pas toujours ouvertement, ça peut être crypto-politique, mais qui parlent d'une société, qui parlent de grands mythes aussi humains. Qu'est-ce que c'est qu'une famille, comment ça marche, qu'est-ce que c'est que les bagarres. Game of Thrones, c'est quand même un truc, c'est l'histoire du pouvoir dans le monde entier. Et je crois qu'il y a un désir de retour à ça, à cette communauté humaine. On n'a plus de mythes, on n'a plus de religion, de parler des grands mythes. Voilà, il y a encore tellement de trucs à dire, mais je me taire. Si Astrid le veut bien, on va peut-être passer l'entretien avec Cédric Clapiche, qui va peut-être éclairer notre débat. Bonjour, je suis Cédric Clapiche, je suis actuellement en Grèce en train de tourner une série qui s'appelle Greek Salad. Et donc je suis réalisateur à la fois de longs métrages et de séries. J'aime bien alterner les deux, parce que c'est pas du tout la même recherche en fait en faisant une série et en faisant un long métrage. Il y a quelque chose qui est plus narratif dans la série, qui est lié au fait que là par exemple je suis en train de faire 8 fois 52 minutes. Un long métrage c'est 1h30, 2 heures. Du coup, on raconte pas du tout les mêmes choses, on n'a pas du tout la même notion de personnage. Un personnage est beaucoup plus évolutif dans une série. Donc en fait, quand je choisis de passer de l'un à l'autre, c'est presque ça que je choisis, c'est quelle durée doit avoir un récit et du coup, qu'est-ce qui me plaît dans les deux durées. En fait, c'est comme quand on choisit de faire un court-métrage ou un long métrage. L'autre chose, c'est le fait que quand on commence à faire une série, on est plus axé sur la narration, donc on dit souvent que le scénario est plus important dans une série. Je suis assez d'accord avec ça, parce que pour moi, dans certains films de long métrage, les scénarios étaient, on va pas dire mal écrits, mais en tout cas étaient assez succincts, et je pense que j'ai remplacé le côté léger du scénario par de la mise en scène, par un travail de mise en scène, ou par un travail esthétique. Là, sur 8 fois 52 minutes, j'ai 12 jours de tournage par épisode. C'est à peu près 4 fois plus rapide qu'un tournage de long métrage. Donc on ne fait pas du tout les mêmes choses esthétiquement. Il y a une recherche forcément beaucoup plus approfondie, plus esthétique quand je fais un long métrage. Donc l'enjeu, l'impulsion artistique n'est pas du tout la même quand je travaille pour une série ou quand je travaille pour un long métrage. Là, sur cette série, c'est forcément le côté récit, le côté narration qui l'emporte, parce que du coup on est obligé de travailler en mise en scène de façon beaucoup plus presque documentaire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lâché, je dirais, c'est moins réfléchi. Quand j'ai fait Encore, forcément je passais plus de temps à mettre en place les plans, à faire le découpage, donc c'est beaucoup plus axé sur la mise en scène quand on fait un long métrage que quand je fais une série. L'autre chose qui est très différente quand on fait une série, c'est que c'est directement pas du côté de l'auteur, je dirais. C'est-à-dire que c'est un processus collectif et il n'y a pas le côté, il y a un scénariste et un producteur, et on est un peu dans un trio de conception pour un long métrage. Dans une série, là par exemple, on était une douzaine à écrire. Il y avait 5-6 scénaristes qui ont participé à l'écriture, il y avait une directrice de collection, il y avait moi qui ai écrit beaucoup. Le diffuseur, donc là c'est Amazon, participe beaucoup à la discussion. Le producteur participe beaucoup à la discussion. Donc on se retrouve vraiment à une douzaine à réfléchir à la ligne narrative. C'est pas du tout le même genre de liberté narrative, je dirais, que pour un long métrage. Mais justement, moi j'aime bien les deux, parce que soit il y a quelque chose d'assez solitaire et très axé vers un côté, ce qu'on appelle le film d'auteur, de quelque chose de très personnel quand on fait un long métrage, par rapport à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du sport d'équipe quand on est sur une série, et où il n'y a pas juste la technique et les techniciens, disons, avec une grosse équipe, mais il y a le fait que la conception de l'histoire se fait à plusieurs, et ça change en fait assez profondément les choses.
La réalisation, elle est aussi collective, parce que là, on est 3 réalisateurs, et du coup, on est obligé de partager les gestes artistiques, je dirais. C'est-à-dire que sur les choix de costumes, sur les choix de coiffure, sur les choix de... on a fait le casting ensemble avec les 2 autres réalisateurs, donc ça, ce choix-là, il est commun, je dirais. Mais par épisode, les gens ont vraiment une espèce d'indépendance qui fait que, même si moi, je me considère un peu comme le showrunner de cette série, je partage, en fait... la création artistique avec d'autres réalisateurs. Alors sur cette série, c'est assez particulier parce que donc on est 3 réalisateurs et chacun réalisait à peu près 3 épisodes chacun. Et parfois, quand on est à le même lieu, le même restaurant ou à l'aéroport, on s'est succédé tous les 3 la même journée. Dans un même lieu qu'on utilise dans plusieurs épisodes, on va se succéder dans la même journée. Hier, on était au bord de la mer ici en Grèce et il y a eu 2 réalisateurs qui se sont succédés l'un après l'autre, donc il ne faut pas être en retard pour aider l'autre. Voilà, donc ça demande des techniques qui sont vraiment très différentes par rapport à une logique de tournage habituelle. Et je sais que pas beaucoup de gens en série font ça, mais nous, on aime bien. C'est aussi parce qu'on se connaît bien tous les 3 et où on peut vraiment alterner. Il y a eu des gens qui ont eu le Covid, du coup, c'était un autre réalisateur qui réalisait des scènes pour l'autre. Donc, c'est un processus qui est vraiment très collectif et assez étrange, je dirais, par rapport à une logique de long métrage. Donc, actuellement, je suis en train de travailler avec Amazon Prime sur cette série. On s'est posé beaucoup de questions sur les plateformes, évidemment, avant de commencer ça. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait différents financiers du cinéma ou de l'audiovisuel en France, à partir du moment où il y a des obligations pour les chaînes ou pour les plateformes dans une logique française. À partir du moment où la création française, qui est particulière par rapport aux autres pays, parce que nous, on a un rapport au CNC, à l'exception culturelle, qui fait qu'on est aidé, qu'il y a tout un système qui existe de façon à aider la création française. J'ai envie, en tout cas, que les plateformes, à partir du moment où elles participent à créer des films, qui puissent participer aussi au financement de ces films dans une logique française. Donc ça, c'est un gros enjeu, et ça, c'est un enjeu qui est politique, qui est vraiment dans les mains et de l'Europe et des hommes politiques en France. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais je trouve ça un peu dommage, disons, que les plateformes ne soient que américaines. Là, j'ai l'impression que MyCanal devient une plateforme européenne, et moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de plateformes européennes. Donc, pour moi, c'est bien qu'il y ait une diversité de financiers, mais c'est bien qu'il y ait une diversité aussi de localisation, c'est-à-dire qu'il y ait de la création européenne au même titre qu'il y a de la création américaine. Donc, pour moi, c'est très important, même si actuellement je travaille avec une plateforme américaine, qu'on continue à avoir une logique de création, une logique financière européenne ou française. L'autre chose aussi, c'est que je suis pas sûr que je ferai un long métrage qui passe que sur une plateforme. Moi, je suis très attaché à la salle de cinéma et j'ai vu avec le film Encore à quel point le fait que le film marche en salle, ça n'a rien à voir avec le fait que le film existe ailleurs, à la télé, en DVD ou sur une plateforme. Et du coup, ce rapport à la salle et ce rapport, c'est pas tellement le grand écran par rapport au petit écran, c'est vraiment l'expérience collective. C'est-à-dire que moi, je suis attaché à la salle parce qu'il y a une expérience collective qu'on ne peut pas remplacer. Donc, je suis assez optimiste. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'il y a une disparition des salles post-Covid ou qu'en tout cas, ça va être difficile de garder le même rapport à la salle. Moi, je suis assez optimiste. J'ai l'impression que le rapport qu'on a au cinéma et qu'on a toujours eu depuis une centaine d'années, il va continuer à exister. Il faut qu'il évolue. Il a toujours évolué. Moi, depuis que je suis étudiant en cinéma, dans les années 80, on me parlait de la mort du cinéma. Les gens pensaient qu'après la nouvelle vague, le cinéma allait s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. On pensait qu'avec l'arrivée des chaînes de télévision, le cinéma allait s'arrêter. Il ne s'est pas arrêté. Là, maintenant, il y a un troisième acteur qui est Internet, qui fait que le rapport au film et le rapport à la salle change. Mais par contre, l'expérience collective, elle, ne change pas. C'est-à-dire que je pense que la nécessité qu'ont les gens, adolescents, adultes ou âgés, d'aller dans une salle de cinéma, ça change pas. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et on est à la croisée des chemins, à mon avis, en ce moment, où il y a des gestes politiques forts à avoir, il y a des gestes artistiques forts à avoir, de façon à préserver le fait qu'on aille voir des films en salle. On est dans un moment forcément charnière parce que de la même façon qu'il y a eu l'arrivée de la télévision dans les années 80, aujourd'hui il y a l'arrivée d'Internet depuis les années 2000 et il y a cette nouveauté avec à la fois les plateformes et avec les séries qui sont liées à ça.
où il y a l'arrivée de plein de plateformes américaines, avec Apple, avec Amazon, Netflix, Disney, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et forcément, ça pose des questions sur la création, sur la liberté de création, et sur quel est le rapport entre la liberté de création et la liberté de diffusion, disons. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est notre travail de créateur, de rester vigilant sur cette liberté de création. Je pense que c'est presque la seule chose qui m'intéresse, moi, c'est de dire, à partir du moment où on a la liberté de créer et qu'il n'y a pas de censure, que ce soit une censure économique ou une censure thématique ou idéologique, pour moi, s'il y a une diversité de diffuseurs, c'est plutôt positif. Et après, moi, j'ai fait 10% avec France Télévisions. J'ai commencé à travailler pour une série sur Canal+, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Donc j'ai vu à quel point il y a une sorte de ligne éditoriale suivant le diffuseur qu'on a. Et du coup, c'est aussi un choix du créateur, à partir du moment où il a le choix, d'aller vers l'un ou vers l'autre. Là, la série que je fais, elle ne pourrait pas être ailleurs, en fait. C'est-à-dire que c'est une série qui est très internationale et elle ne pourrait pas être dans une logique française, en fait. Voilà, ça parle beaucoup de langues. C'est fait pour être diffusé dans différents pays. Et donc, du coup, il y a une logique qui est directement internationale. Et je pense que France Télévisions, ils ne pourraient pas faire ça. Arte ne pourrait pas faire ça. Je pense que Canal+, je ne suis pas sûr que ça les intéresserait de continuer la logique de l'auberge espagnole telle qu'on l'a fait là. Donc voilà, moi j'étais assez touché, je dirais, que les gens d'Amazon Prime soient d'accord d'avoir un contenu politique, disons, dans cette série, parce que c'est un peu ça qu'on essaye de faire, et qu'il n'y ait pas de censure. Donc c'est ça qui était important. Bon je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette analyse de Cédric Klapisch, et notamment, et je voulais demander à Agnès si elle souhaitait réagir, il a quand même dit qu'il ne faisait pas tout à fait la même chose quand il travaille pour une série que quand il travaille pour ses propres films. Alors c'est peut-être une nouvelle idée de la création, mais qui contrevient à notre idée peut-être un peu trop obsolète de l'auteur-réalisateur. Quand il travaille pour une série, il le dit, il l'explique, il a l'air d'ailleurs d'être très heureux dans cette pratique collective. Non, il y a ça, et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Voilà. C'est un changement de braquet, quoi. Non, il y a autre chose. Je pense que c'est un réalisateur qui va très bien, c'est-à-dire qu'il y a un succès en salle et qu'il y a du succès. Tout va bien pour lui. Et donc, non, mais tant mieux. Mais ça veut dire qu'il a du pouvoir et que, encore une fois, tout le monde n'est pas. Il choisit. Non, mais voilà. Il choisit. Mais pour un Klapisch ou un Sorrentino ou une Jane Campion, il y a tous les autres qui n'ont absolument pas cette liberté-là, absolument pas ce choix-là, et il y a non seulement il y a le droit d'auteur, enfin, il y a le cinéma d'auteur, et effectivement, mais bon, tout ça peut, mais il y a aussi le droit moral, et le droit moral. En gros, au cinéma, alors bien sûr, c'est toujours une question de rapport de force et de pouvoir, mais en gros, il était très préservé, même s'il y a des producteurs qui peuvent dire il faut une vedette, non, il faut... Enfin voilà, il y a toujours des enjeux financiers, mais à la télé, ça fait longtemps qu'il existe très peu, le droit moral. Alors pareil, ça dépend. J'imagine que Colline, quand tu es allée à la télé, on t'a laissé très libre de tes choix. Mais la plupart des réalisateurs qui ne font que de la télé n'ont pas cette liberté. Déjà, on leur dit, dans les 2 premières minutes, ce que fait d'ailleurs Netflix aussi, il faut qu'il y ait de l'action, il faut que les gens accrochent. Il y a cette angoisse. Mais ouais, ben oui, parce que les gens zappent. Et à la télé, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc voilà, après, ça dépend encore une fois de votre notoriété, etc. Mais c'est tout enfin voilà, c'est tout ça que je trouve moins inquiétant. Mais évidemment qu'on peut s'adapter. Et je suis aussi d'accord, même si encore une fois, il y a beaucoup de pays où la salle n'existe plus. Mais je pense qu'on est un animal social et qu'on a envie de se réunir, on a envie d'être ensemble. Le théâtre, par exemple, continue à fonctionner, même si là aussi, à cause du Covid quand même, les fréquentations ont beaucoup baissé. Mais bon, on peut dire que ça peut revenir. Mais enfin, il y a des pays où ça ne revient pas tellement et où les gens, excusez-moi, mais sont lobotomisés par la nullité de la télévision, la pauvreté de ce qui se passe en salle et de ce qui se passe dans les théâtres. Je pense à l'Italie, je pense à la Russie, je pense à plein de pays où quand même le fait que la culture ait perdu de sa liberté et de son pouvoir a fait une influence considérable sur les gens, etc. Donc voilà. Enfin.
c'est quand même Alors, petite pas aussi remarque, optimiste que lui, quoi. petite remarque par rapport aux pratiques culturelles. Vous avez parlé très justement de la durée des films qui était de plus en plus courte, et vous avez insisté sur le fait qu'il y a des films qui ne seront pas visibles sauf par un tout petit public, et même s'ils ont eu un bon accueil critique. J'observe que dans le monde du théâtre, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis 3 ans à peu près, les spectacles qui autrefois pouvaient rester, y compris dans des scènes nationales ou des centres dramatiques nationaux, pendant des semaines et des semaines, sont réduits, même s'il y a beaucoup d'acteurs sur le plateau, même si ces pièces ont beaucoup de succès, à des durées de plus en plus resserrées. Et il y a certaines pièces qui deviennent quasiment invisibles. Là, va recommencer une pièce de théâtre de Mathias Langhoff au Parc de la Villette. Il y a une énorme distribution, ça va durer 3 jours. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde de la culture pour que ça se concentre sur aussi peu de temps? Et ça devient une pratique générale. Mais je voudrais poser une question à notre ancien ministre de la Culture, qui est aussi pour moi un amoureux du théâtre et un propriétaire de salle qui a compté énormément dans ma vie, mais peut-être aussi pour beaucoup de personnes ici présentes, parce que j'allais dans ces cinémas parce que c'était les siens et que je savais qu'il avait fait la programmation. Est-ce que les salles vont continuer pendant longtemps, Frédéric? Alors, c'est très très gentil. Moi, j'avais pas du tout prévu de parler. Pas du tout. C'était pas du tout prévu. Oui, mais mes salles, c'était des salles qui étaient artisanales. Donc, en fait, je présentais les films que j'aimais comme si je faisais un film. Et donc, en 15 ans, j'ai fait un grand film, fait de tous les films des autres. Mais c'était mon film. Donc, sans doute, les gens qui venaient dans ces salles savaient qu'ils allaient voir des films. Et à la longue, à force d'y venir, ils savaient qu'ils allaient aussi voir mon film. Puisqu'en plus, j'étais à la caisse la plupart du temps. Donc, je voulais juste poser une question. J'ai vu sur Netflix le dernier film de Sorrentino. Je suis un admirateur fou de Sorrentino. Et je me dis, c'est fantastique d'avoir pu le voir sur Netflix, dans de bonnes conditions, pas sur un immense écran, mais sur un grand écran, avec des gens attentifs à côté de moi qui le regardaient, il n'y avait pas de bruit, ça était bien, on voyait très bien le film, que j'ai trouvé magnifique par ailleurs, une fois de plus. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est terrible, les gens qui n'ont pas Netflix ne verront pas ce film. Donc il y a là quelque chose, on parle de la chronologie des médias, de toutes ces choses, il y a là une question. Et je suis sûr que Agnès Jaoui, qui m'écoute attentivement, a une réponse à m'offrir. Non, j'ai pas de réponse, mais vous avez totalement raison de signaler ça. C'est-à-dire que aussi, les plateformes, et notamment Netflix, c'est un tombeau pour les films. C'est-à-dire que, effectivement, ça appartient à Netflix et ça appartiendra toujours à Netflix. Ça ne pourra jamais aller ailleurs. Et ça, c'est aussi un drôle de truc pour un créateur de savoir que votre œuvre va appartenir à quelqu'un à vie, voilà, et qu'il n'y a pas d'échappatoire à ça. Donc c'est quand même assez spécial. Mais je crois que c'était pas le sens de la question de Frédéric. Ah pardon. Non, c'était le sens de la question, mais juste je veux surtout pas parasiter le débat, hein, parce que j'ai toujours tendance à faire ce genre de choses, donc je ne veux pas. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le film appartiendra à Netflix, mais enfin, le roman de Marguerite Gauthier de Greta Garbo appartient toujours à la maître Goldwyn Mayer. Oui, mais on peut le voir partout. Diffuser. Mais on peut, voilà. Mais non, oui, c'est non, pas mais ça. voilà, non, ça appartiendra dans le sens qu'on ne peut le voir, c'est ce que vous dites, que sur Netflix. Voilà. Oui, tout ça vient aussi de la grande différence qu'il y a eu entre la France, l'Europe, enfin la France qui a défendu le droit d'auteur et le copyright. L'Amérique et tous les pays anglo-saxons sont sur un droit qui s'appelle le copyright, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une œuvre... Abordons le deuxième moment. Oui, mais on a copyright, tout droit est mélangé. d'auteur. Non, mais c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire que nous, on a toujours défendu, et nous, quand je dis nous, c'est moi et mes copains de l'ARP et de la SRF, enfin, tous ces mouvements syndicaux, aidés par les pouvoirs publics d'ailleurs, hein, qui ne nous ont jamais lâchés. C'est-à-dire que pour notre pays, pour l'exception culturelle qu'on a réussi à imposer en Europe, le droit d'auteur est un droit de l'homme. Enfin, moi je dirais de l'humain, parce qu'il y en a marre aussi que ce soit les droits de l'homme, c'est le droit de l'homme, de la femme aussi. Donc c'est des droits humains, voilà. Le droit d'auteur est un droit humain. Pour
le monde anglo-saxon, le droit d'auteur est un copyright. C'est-à-dire, vous vendez votre truc, c'est fini, il n'est plus à vous. Ils peuvent le changer, vous n'avez jamais le final cut. C'est-à-dire que même, même Spielberg n'a pas le final cut. Parce que s'il donne le final cut à un seul metteur en scène, c'est fini. C'est la fin du... Donc il faut vraiment avoir... C'est pas du tout le même, le même paradigme dans lequel nous nous trouvons, nous, Européens. Nous, on pense qu'un tableau, c'est fait par quelqu'un. Et un film, c'est fait par quelqu'un. C'est son œuvre. Eux, ils pensent que tout est achetable. Alors, et tout est vendable. Je dis ça avec une espèce de... ça peut aussi avoir du bon. Il faut voir toutes les contradictions et toutes les... parce qu'eux, ils sont forcés. Ils sont forcés de... Il faut après que ça se vende, quoi. Mais le fait que ça se vende, c'est pas que mauvais. Ça veut dire que les gens votent avec leur portefeuille quelque part pour aller voir vos films. Donc ça vous oblige aussi à penser à qui vous, pour qui, comment et pour qui vous faites les choses. Parce qu'on parle du théâtre, enfin moi je sais pas, mais dans le théâtre subventionné... des fois on se demande franchement s'ils ont pensé qu'ils pouvaient dépenser de l'argent autrement que pour eux, quoi. Est-ce que vraiment... Je ne partage pas du tout. Je sais bien, alors c'est pour ça que je lance cette idée, mais est-ce qu'on fait les choses pour quelqu'un ou pas? C'est la question. Je pensais aussi juste, je voulais revenir sur l'histoire de l'esthétique. Je ne sais pas si vous avez vu Peaky Blinders. Il y a des films qui sont sur le plan esthétique et qui ont été tournés vraiment très très vite, vraiment très très beaux, et qui sont des recherches, qui sont même des fois plus beaux à regarder. Moi, je m'arrête sur certains plans. Je m'en fous un peu de l'histoire des fois, ou les costumes. Il y a aussi beaucoup d'esthétique quand même dans les séries. Il n'y a pas que du moche, quoi. Alors on n'est pas d'accord sur le théâtre subventionné. C'était super. Non, mais sur la notion d'auteur, peut-être que Marc pourrait intervenir. Et sur les droits d'auteur. Isabelle aussi, nous faire un petit récapitulatif. Alors, d'abord Isabelle pour le récap, et j'interviens peut-être après. Pour expliquer surtout en fait, le droit d'auteur, je peux laisser d'abord te lancer. Le droit d'auteur, mais tu parlais plus en tant que créateur ou tu parlais d'un point de vue pécunier? Ah d'accord, voilà. C'était l'argent. Dès qu'il y a une question sur l'argent, en fait, ça revient à toi, exactement. C'est bien ce résumé producteur égale argent. Non, parce qu'après, il faut arriver sur des hypothèses concrètes, puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on est à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'il est possible de faire plus et mieux pour protéger les créateurs et les auteurs? Déjà, pareil, alors, il y a une autre directive droit d'auteur qui vient d'être modifiée et qui détermine effectivement le fait que les auteurs soient crédités au générique, qui détermine aussi leur mode de rémunération, qui est une rémunération qui soit liée à l'exploitation de leurs œuvres. Et donc effectivement, c'est comme ça, c'est la loi. Enfin, il y a une protection qui est assez forte sur le statut de l'auteur en France, à la fois en termes de reconnaissance, et qui vient d'être renforcée d'ailleurs, et à la fois en termes de rémunération. C'est-à-dire que, pour faire simple, un auteur-réalisateur, quand il fait un film, s'il l'a écrit, il a une rémunération en tant que scénariste. Après, quand il réalise, il a une rémunération en tant qu'auteur-réalisateur et une rémunération en tant que réalisateur-technicien. Voilà. Et tout le volet auteur de sa rémunération, il touche ce qu'on appelle un minimum garanti, c'est-à-dire une avance sur des futures recettes qu'il pourrait toucher en fonction des pourcentages qu'il peut avoir sur les différents modes d'exploitation. C'est un peu technique et de fait, à moindre, on va être très clair, hein, à moindre d'énormes succès, c'est vrai que la rémunération qu'on appelle proportionnelle est très rare. Enfin voilà, il faut vraiment faire un grand succès. J'ai jamais connu moi, Jamais connu. Voilà, non mais je suis très honnête quand je vous le dis, je sais bien. Mais par contre, c'est prévu dans la loi et après, ce n'est aussi que de la négociation après entre effectivement les producteurs et les agents qui représentent les auteurs. Mais comment ça se passe concrètement alors? Parce que Marc, il l'a si jamais vous me permettez, connu. oui, Marc va le dire. Moi, j'ai eu l'occasion pendant pas mal d'années de présider la SACEM plusieurs fois, et donc on a été au cœur des négociations. Il faut reconnaître que tous les ministres qui se sont succédés dans tous les gouvernements, quel que soit droite, gauche, il y a la défense, et notamment dans les transpositions européennes, ont été extrêmement fermes et volontaires. Je rappelle d'ailleurs, pardon, ça me fait sourire, mais que dans un film, sont considérés 3 auteurs, hein, le réalisateur, scénariste
et le compositeur de la musique. Ça a d'ailleurs fait une grande surprise à mon ami Philippe Hersan, qui avait écrit la musique de ce film sur les enfants à l'école, et quand le professeur a attaqué, le professeur qui avait été filmé a attaqué, il a attaqué aussi le compositeur qui ne comprenait pas du tout pourquoi il était attaqué, mais il était considéré comme un des 3 auteurs. Donc à ce niveau-là, il y a une vraie défense, et c'est vrai que c'est assez remarquable. Quand vous parlez tout de même de la notion du Final Cut, tout de même, tu as des gens comme précisément Coppola, tu as les réalisateurs qui ont commencé, qui sont sortis du système des studios pour retrouver une forme de production, pour se garantir un quasi Final Cut, même si on voit que Apocalypse Now, il a mis du temps avant vraiment de nous montrer sa version. Mais voulez-vous, puisque vous êtes là, voulez-vous poser une question, la question désagréable, piège un tout petit peu, c'est est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de films qui sortent et qui ne tiennent que 2 semaines, voire même 1 semaine, parce que dès le départ, tout le monde le sait, mais il faut qu'il ait l'enveloppe film de façon à bénéficier des aides du CNC, alors qu'en fait, fondamentalement, ce n'est pas forcément un film. Non, parce que c'est la question qui fâche. Ça. Non, parce que ça ne fâche pas du tout. Non, on ne monte pas le financement d'un film uniquement avec le CNC, c'est pas vrai. C'est un agrégat à la fois de financement public, le CNC, les régions, de financement privé, etc. C'est toujours, c'est la fameuse question aussi. Il n'y a pas plus de films aujourd'hui qu'il y a 3-4 Non, c'est qu'en fait, ans. il y a toujours ce serpent de mer qui dit mais il y a trop de films, il y a trop de films, et on rétorque souvent, mais c'est toujours facile de le dire a posteriori. On est une industrie de prototypes par définition, donc et voilà, et donc là pareil, on communique parce que tout d'un coup cette année il y aurait eu 330 films produits en 2021, ce qui est quand même un rattrapage de 2020, parce qu'en 2020 il y en a eu 230. Parce qu'il y a des problèmes d'embouteillage de sortie. Exactement. Tout simplement. Et puis il faut savoir aussi que de quoi on parle, c'est-à-dire que si vous prenez des films ayant ce qu'on appelle un financement encadré, c'est-à-dire des chaînes, c'est-à-dire des moyens aussi de raconter des histoires ambitieuses, vous en avez en fait, Canal en fait 100, les Hertziennes en font grosso modo à peu près la même chose. Vous avez peut-être 130 films qui sont financés par les chaînes sur les 330. Le reste, vous avez aussi beaucoup de films qu'on dit faux sauvages, tout petits, qui se font avec soit le CNC uniquement ou une région. Vous avez tous les documentaires, vous avez toutes les copros minoritaires, parce que la France est un grand pays de coproduction, à travers une aide qui s'appelle le Cinéma du Monde, etc. Donc on a aussi une sorte de soft power, on rayonne aussi à l'international par rapport... Il faut préserver cette multiplicité. Évidemment, donc c'est assez facile de dire, mais quand enfin tout créateur honnêtement et tout producteur, on se dit jamais qu'on va faire un film pour qu'il reste 1 semaine en salle. Enfin, un film pour moi c'est 3 ans, de 3 ans de travail, 3 ans de ma vie. Entre le moment où on commence à développer l'idée et le moment où il sort en salle, moi c'est 3 ans. Je commence pas à passer 3 ans sur un film en me disant qu'il n'a aucune chance de rencontrer son public. Voilà, Est-ce que Christine Gozlan voudrait intervenir sur ce sujet? Ça serait intéressant d'avoir votre avis et sur l'évolution. Non, mais elle n'aime pas parler. Qu'est-ce que je veux dire? Non, moi je peux reconnaître que effectivement, mon premier long est sorti en 2007 et je me souviens que le film avait du mal à démarrer, mais restait en salle. En tout cas, il y avait ce coup de pouce où j'avais pu tenir comme ça 4 semaines en salle. Le film n'a pas été un grand succès, mais en tout cas, j'ai eu droit à 4 semaines d'exploitation. Et je sais que par la suite, depuis, j'ai fait un film qui n'est resté vraiment qu'une seule semaine en salle. Et on peut aussi critiquer un peu les exploitants, parce qu'on n'en parle pas, qui font un peu la loi et qui très vite se rendent compte si le premier jour de sortie, la première séance du premier jour. On parle de ce 9h des Halles. Moi, ça me paraissait complètement dingue de me dire, est-ce que dès le 9h des Halles, on peut imaginer le succès ou non d'un film? Et c'est vrai que c'est une tendance, en tout cas, et que derrière, ce mercredi-là est très décisif, et qu'aujourd'hui, beaucoup de films peuvent tenir uniquement 1 semaine en salle. Est-ce qu'il y a des questions dans... Ah, monsieur, justement, j'allais poser la question des questions dans la salle. Oui. Alors, attendez, on va peut-être vous donner un micro. Alors, le rôle des distributeurs, qui veut répondre? Est-ce qu'ils font la loi? Non. Non, alors peut-être que vous parlez d'un cas précis qui va être un des distributeurs qui sont les studios américains, voilà, mais la plupart de ce qu'on appelle les distributeurs indépendants,
qui sont regroupés sous un syndicat qui s'appelle DIR. En fait, le distributeur, c'est la personne qui va s'occuper de convaincre les salles de projeter votre film. Voilà. Et souvent, ce distributeur aussi participe au préfinancement de l'œuvre parce qu'il vous verse un minimum garanti, une avance en fait sur les recettes qu'il va pouvoir générer avec l'exploitation du film en salle et après en vidéo. Voilà. Le rapport de force est assez contraignant parce que quand vous avez, notamment maintenant avec le rattrapage, vu que les salles ont été fermées, vous avez eu beaucoup de films sur les étagères, donc les distributeurs en fait ont du stock et donc il y a beaucoup de films qui sortent chaque semaine. Vous avez quand même 15 films à l'affiche chaque semaine et donc il y a un parc de salles qui est très grand, on est sur 6000 écrans mais qui n'est pas non plus extensible, ce qui fait que vous avez de plus en plus de mal parfois sur des films d'auteur notamment à essayer de caser votre film et d'avoir une programmation. Une programmation, c'est le nombre d'écrans, de copies sur lesquels votre film va sortir en première semaine et les distributeurs vont devoir se battre pour placer votre film et parfois essayer pour le maintenir. Parce qu'il y a effectivement le fait de le rentrer dans les salles la première semaine, mais vous avez le film sort le mercredi, vous avez fait ce qu'on appelle le lundi matin, le premier week-end est passé, vous avez ce qu'on appelle la programmation, et là, les distributeurs vont rappeler les exploitants pour leur dire « mais non, il faut que tu gardes mon film en salle ». Et là, l'exploitant dit « bah non, t'as vu les entrées que t'as fait à dimanche soir ? Bah, t'es sympa, mais il y a 15 films qui arrivent, donc moi, ton film, soit. Ou alors, t'étais sur les multiplex, c'est 5 séances par jour, mais les grandes salles de arrêt essai, c'est plutôt 3 séances par jour. Et puis, ils ont dit, bah, dans ces cas-là, pour la seconde semaine, tu vas avoir une séance par jour. Puis, la troisième semaine, de toute façon, tu n'auras plus rien. Donc, le rapport de force, ça rend encore plus fragile les films qui n'ont pas le format d'1h30. Oui, c'est-à-dire parce que si vous perdez une séance, c'est surtout vrai pour les multiplex, mais si vous êtes au-delà d'1h50, 52 grosso modo, vous perdez une séance. Donc voilà. Et je voudrais juste dire que là, quand je parlais au début du problème des entrées en salle, donc on est grosso modo autour de moins 30% de fréquentation par rapport à 2019. Notre problématique derrière, même si on a sécurisé tous nos financements, c'est d'avoir encore des distributeurs qui misent sur nos films et nos projets. Parce que si vous n'avez pas de distributeur qui est associé à votre film, parce que le distributeur en fait garantit quoi ? Il garantit que votre film sorte en salle. Et par exemple, toutes les chaînes ou les plateformes, elles vont financer des films parce que ces films doivent sortir en salle. C'est l'obligation qui leur est faite. Donc si vous n'avez pas de distributeur associé au projet, vous n'avez pas les chaînes. Et les distributeurs vont mal, très mal, parce que effectivement, les films se cassent la gueule, les films restent, ils ont énormément de films à sortir, et les films, ne rapportent pas. Donc ils sont dans une position extrêmement fragile. Et je voudrais aussi dire, parce que vous parliez des différentes façons de consommer, mais je pense que aussi, et la musique en a fait les frais aussi, on a maintenant une habitude à la gratuité, nous consommateurs, et parce qu'on cherche des coupables, mais en fait on l'est tous ou personne ne l'est, mais peu importe. Il y a aussi ça qui fait que dans notre habitude de plus payer la musique, de plus payer ceci, cela, de tout avoir quand on veut et gratuitement ou quasi, eh ben, ça a un coût finalement sur la création, sur les auteurs, sur la richesse de la proposition. Et ça, il faut qu'on s'interroge tous aussi à comment peut-être changer nos habitudes ou réfléchir sur... Parce que rien n'est gratuit, évidemment. Et il y a des gens qui, eux, font beaucoup d'argent et qui... Voilà, et là-dessus aussi, il y a quelque chose à réfléchir, je pense. D'autant plus que ce que tu dis est vraiment important parce que on sait que tous ces petits films qui sortent, qui ne restent pas longtemps en salle, ce vivier de production qu'il y a encore en France, très très divers, où il y a des choses qui sont de toutes les esthétiques et de toutes configurations. On a vraiment un cinéma d'une très très grande variété, comme une biodiversité dans le cinéma. C'est aussi le vivier du futur. C'est là qu'il y a les grands d'après, de plus tard, et où c'est dans ces balbutiements des premiers films, des premières choses que... Et si ça crève, tout crève, quoi. C'est comme une pouponnière dans les jardins. Je ne résiste pas, puisque vous avez parlé de musique, puisque vous êtes quand même dans un métier où pour quand même mettre les connaissances musicales du monde du cinéma, c'est un métier qui a donné le César de la meilleure musique de film à mon camarade Vladimir Kosma pour Diva, qui est la musique de la Wally, qui a donné le César de la meilleure musique de film au film Le Concert à Tchaïkovski, qui a nommé pour être César de la meilleure musique de film les uns les autres de Claude Lelouch parce qu'il pensait que le Boléro de Ravel était une œuvre de Michel Legrand. Donc on est quand même devant un monde
qui est d'une ignorance en matière de musique, mais affligeante. Et pour un Bruno Coulet, pour des compositeurs comme ça qui sont si fins, on voit, alors là on a deux musiciennes, je les épargne, donc je peux cogner parce qu'elles ne sont pas, bon, mais, et je ne connais pas vos compositeurs, donc je peux y aller, mais très sincèrement, c'est très impressionnant. On est dans un monde où il y avait des Antoine Duhamel, où il y avait des Pierre Janssen, où il y avait, autrement dit, les compositeurs, entre guillemets, savants, faisaient de la musique de film. Hein, et on est assisté avec une faute qu'il faut aussi incriminer à l'avant-garde musicale qui a ostracisé les compositeurs qui faisaient de la musique de film. C'était la honte. J'en ai souffert comme Duhamel, comme beaucoup d'autres. Mais on a quand même, on a à un moment donné envie de dire, mais enfin, on entend toutes ces musiques qui se ressemblent. On voit ces gens dont le métier est de placer des chansons sur les films, alors qu'il n'y a rien de plus antinomique avec un film qu'une chanson. Parce que tout d'un coup, vous avez 3 minutes de tunnel pour entendre le tube, etc. Et donc, je suis très frappé de voir comme ça cette différence entre toute cette extraordinaire créativité dont vous parlez et qui est là, tout ça, et par contre la grande rareté des tentatives plus originales. Moi, je sais que quand je faisais des films avec Kézanne ou avec tout le monde, ou avec Giraud, je composais la musique du film avant, d'après le scénario, et puis après je la rechangeais bien sûr, mais il y avait un échange. Et maintenant on a l'impression, avec en plus la nécessité on vous montre un film et on vous fait entendre des musiques d'attente, parce qui ont été montées par le monteur des musiques auxquelles ils se sont tous habitués et auxquels on vous demande même de temps en temps de limiter, ce qui fait qu'on est arrivé à certaines choses un petit peu étranges, je ne vous cache pas, et donc je suis toujours étonné de cette dichotomie entre ce côté tellement cultivé sur plein de choses de nos cinéastes et quand même cette ignorance crasse en matière de musique de 80% d'entre eux. Vous avez des gens comme Giannoli, tout ça, qui sont évidemment fous. Voilà. Donc ça sort un peu du débat, mais c'était le coup de cœur. Pardon. Hein. Mais ce que, Laurent, quand même, c'est vraiment pas comme ça du tout aux États-Unis. Parce qu'ils ont quand même un nombre de très très grands compositeurs, dont pratiquement tous les Français. Que pratiquement tous les bons grands compositeurs français se sont exilés à Los Angeles. Parce que là, il y a une véritable culture, et avec des orchestres symphoniques énormes, et les musiques de films se vendent très bien ensuite. Tu vois, il y a quand même une culture musicale très forte. Mais parce qu'aussi aux États-Unis, depuis un siècle, c'est eux qui ont la grande culture musicale. Hein, avec le jazz, avec le blues, avec tout ce qui est sorti de là, et de la musique qui n'est pas de la musique contemporaine. Enfin, contemporaine, quoi. Hein. Parce que, voilà. Non, mais c'est de la musique savante. Et on a pourtant, moi j'ai été jury dans cette classe, une classe de composition pour les films en France, au conservatoire au CNSM, qui est remarquable. Mais je sais. Mais c'est une classe où les types sont extrêmement forts. C'est des grands arrangeurs, des compositeurs, des gars qui savent tout sur l'orchestre. Oui. Mais eh bien, je veux te dire simplement une chose, pardon, puis je vais arrêter de parler, mais c'est que on m'avait demandé, c'est Bruno Mantovani qui m'avait demandé de créer cette classe, c'est-à-dire d'être le premier directeur de tout le cursus. J'ai eu pendant 3 ans des étudiants absolument formidables, certains d'entre eux, vraiment des vrais compositeurs. Je les vois être devenus au mieux les arrangeurs pour de parfaits ignorants qui connaissent rien, mais qui ont les contacts. Alors, on va peut-être aborder la dernière partie de notre débat, qui sera peut-être... Ah, oui. Je voudrais... Tout à l'heure, on a entendu parler d'une chose très importante, qui est l'expérience collective du cinéma. Alors, pour revenir au débat de ce soir sur la concurrence entre les plateformes et les exploitants et l'exploitation en salle, tout à l'heure, vous avez posé, à mon avis, la bonne question, comment attirer à nouveau les gens dans les salles de cinéma. J'aimerais que quelqu'un nous réponde, parce que je suis un fou de cinéma, et si on veut vraiment que les gens reviennent au cinéma, j'aimerais avoir vos réponses de professionnels. Ben, Frédéric veut répondre. Merci. Oui, je m'installe, excusez-moi, dans le débat, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, les gens vont retourner dans les salles. Les spectateurs sont comme tout le monde. Ils ont été assommés pendant 2 ans. Ils ont tous la gueule de bois.
mais ils vont retourner au cinéma. Ils vont retourner au cinéma, ils vont aller dans les salles où ils allaient avant, genre la mienne, genre la Pagode qui va rouvrir, ou genre l'Arlequin qui est rue de Rennes et qui marche toujours pour y voir des films qu'ils auront choisi de voir en salle. Et ils iront aussi dans les complexes pour voir des blockbusters comme ils le font aux États-Unis. Il y a un petit retour à la salle, justement, aux États-Unis en ce moment. Bien sûr, parce que les conditions techniques sont extraordinaires. Les exploitants, qui sont généralement très conservateurs, voire réactionnaires, se sont bien adaptés durant toute leur histoire aux évolutions économiques. Et donc il y a des plus techniques suralimentant en quelque sorte pour un certain nombre de films à grand spectacle qui ne sont pas forcément des films d'auteur, qui font qu'on retournera encore en salle. Et le désir de vivre ensemble, qui a été assommé par la période que nous vivons et qui va peut-être continuer avec les drames extérieurs, cette période-là va un jour s'arrêter. Donc ça, je suis assez optimiste là-dessus. Il y a une autre chose que je voulais, une autre question que je voulais poser, c'est que les plateformes ont un côté hollywoodien, des moyens extraordinaires, et la question que je me pose, c'est est-ce que ça va affliger la syntaxe du cinéma? Parce qu'en vérité, le cinéma, on l'aime pour la manière dont il est fait, pour des plans qui sont quelquefois plus longs que ceux qu'on pourrait voir sur un écran de télévision, pour le montage, pour la manière dont c'est fait. Je prends juste un exemple, je ne veux pas monopoliser la conversation, mais je prends juste un exemple. On en avait parlé avec Laure. Il y a une série, bon, vous m'excuserez, ça fait partie de mes idiosyncrasies que j'ai adorées, qui était The Crown. Et il y a un épisode dans The Crown qui est absolument extraordinaire, hollywoodien, qui est l'épisode où le jeune Philippe d'Édimbourg va à l'enterrement de sa sœur en Allemagne, devenue totalement nazie. C'est une chose qui est extraordinairement bien réalisée. Vraiment, depuis très longtemps, on n'avait pas vu une telle mise en scène, tout ça pour un épisode de 52 minutes. C'est-à-dire qu'avec un montage qui n'était plus le montage du cinéma. Et la question que je me pose souvent, parce que moi j'aime le cinéma en salle, c'est est-ce que ce cinéma en salle va être abîmé d'une certaine manière par le cinéma Netflix ou par le cinéma... Est-ce que sa syntaxe va changer? Est-ce que Marguerite Duras, qui n'est plus là, hélas, pourra continuer à faire des films? Voilà, c'est les questions que je me pose, vous voyez. Et dernière chose qui me frappe, c'est que le problème n'est pas résolu. Quand dans les festivals, certains festivals prennent les films Netflix dans leur sélection et d'autres s'y refusent. Ça veut dire que il y a même un programmateur qui est un grand directeur de festival qui est double. Dans un festival, il prend les films de plateforme et dans un autre festival, il ne prend pas les films de plateforme. Donc ça veut dire que toute la réflexion n'était pas terminée. Voilà. C'est tout. C'est juste des réflexions. Et ça, c'est des grandes questions. Alors les cinéastes... Et le film... Oui, et ô combien mérité. Et les films d'auteur dans tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des films d'auteur dans les catalogues des plateformes déjà? Ainsi que les producteurs indépendants, parce que je pense à eux. Oui, mais c'est des très bonnes questions. Alors on va laisser les cinéastes Non, mais quand répondre. par exemple on voit un film comme Roma d'Alfonso Cuarón, c'est un Netflix, c'est un film a priori qui est prévu pour le tombeau Netflix, c'est-à-dire qui ne peut pas être diffusé ailleurs. Mais pour avoir lu une interview de lui, il l'a envisagé comme un film de cinéma et il s'est refusé à... mais il est sorti en salle. Mais il est sorti en salle. Pas beaucoup. Pas beaucoup, dans certains endroits. Mais en tout cas, il a refusé, disons, de se plier, disons, à ce format, à l'idée que son film ne serait essentiellement visible que sur cette plateforme. Est-ce qu'il ne faudrait pas souhaiter la création de plateformes européennes et françaises? C'est ce que Cédric Clapiche a mentionné tout à l'heure. C'est vrai que ça serait... Alors justement, est-ce que Astrid, on passe à cette troisième partie un peu plus prospective? Parce que vous m'avez donné un document qui est très intéressant, qui est une lettre. Je ne sais pas qui l'a signée, qui l'a rédigée cette lettre, mais... Lettre à Dominique Boutonnat du 28 mars 2022, donc c'est vraiment très récent. Je lis le premier paragraphe parce qu'il donne le ton à la fois
tout à fait concret et en même temps d'appel à des propositions de la part de la profession des réalisateurs et des auteurs de cinéma. Aujourd'hui, dépasser les 300 000 spectateurs pour un film d'auteur relève du triomphe et les réussites ne peuvent plus compenser les échecs. De plus, si nous partageons les recettes salles à 50-50 avec les exploitants, nous n'avons pas le même niveau de compensation des pertes, comme par exemple lors de la chute brutale des entrées due à la mise en place du pass vaccinal. Et alors, il y a toute une série de propositions. Créer un statut du distributeur indépendant, dont il a été question tout à l'heure, modifier la répartition du fonds de soutien, lutter contre la piraterie par l'amende, limiter l'auto-alimentation des chaînes de télévision, instaurer de vrais engagements de programmation. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Agnès Jaoui? Eh bien, je pense que... Non, j'en ai pas la moindre idée. Si, je pense qu'il faut faire aussi des bons films. Moi, je pense qu'il y en a plein et qui ne trouvent pas leur public. Et puis beaucoup et qui disparaissent tellement vite. Non, mais par contre, des formules, parce que c'est vrai que c'est cher aussi. Si vous n'êtes pas abonné, la place de cinéma est chère. La place de cinéma, si vous voulez aller avec votre famille, etc. Voilà, par exemple, des passes familiaux, je sais pas quoi, des formules. Il y a des choses à trouver. Mais voilà. Des passes culture, cinéma, oui, enfin bref. Non, puis je pense surtout à des formules pour la famille, par exemple, parce que ça dissuade énormément de gens d'aller au cinéma. Mais bon, c'est ma seule idée. Hein. Mais il y a une question très inquiétante sur laquelle j'aimerais avoir votre sentiment et quel type d'action on peut mener, auquel d'ailleurs l'Académie des Beaux-Arts serait ravie, j'en ai déjà parlé avec mes confrères, de s'associer, c'est que la suppression maintenant qui est dans son programme donc annoncée de la redevance. Hein? L'intérêt de la redevance, c'est qu'elle est une garantie nette. Elle est d'abord une garantie nette, aussi bien, même au niveau des droits d'auteur, de tout point de vue, mais elle est une garantie, donc, puisqu'il y a un certain pourcentage d'investissement. Donc maintenant, ce n'est pas forcément qu'au début, il y aura moins d'argent, mais ça veut dire que chaque année, il va falloir aller au budget, ça veut dire que chaque année, il va falloir se bagarrer, et ça veut dire que malheureusement, ça peut être une variable d'ajustement dans un budget. Donc, est-ce que là, la profession ne va pas devoir franchement se mobiliser d'une façon large? J'en ai parlé avec Pascal Regard à la SACD, ils veulent évidemment y aller, parce que peut-être que si un système est trouvé de garantie, ça peut finalement peut-être même être une bonne chose, mais en attendant, il y a une vraie inquiétude. Elle est totalement légitime, elle est partagée. Surtout dans un moment où les médias jouent un rôle d'instruction, entre guillemets, civique et de transmission de vérité, au moment où les réseaux sociaux nous encerclent quelquefois de fake news. Donc, Marc, alors, il faut conclure. Hein. Des idées non, mais c'est vrai que le prix de la place rebute beaucoup. Enfin, en tout cas, quand je vois autour de moi, quand j'essaie de demander pourquoi les gens plus jeunes, etc., ne vont pas au cinéma, enfin, c'est toujours ce qui est quand même évoqué. Enfin, donc, et puis, de voir qu'à côté de ça, en fait, il y a ces promotions incroyables diffusées pour les plateformes, ces 3 mois d'essai gratuits. Enfin, voilà, donc d'un côté, on a les plateformes qui savent donner goût, et puis de l'autre, on a le cinéma qui vous dit qu'il faut augmenter les places forcément parce que le Covid est passé par là. Enfin, donc il y a un vrai souci, je pense, à régler de ce côté-là. Oui, mais ils paieront quand même 80 € pour aller voir 22 analphabètes jouer à la baballe sur une pelouse. À chacun son plaisir, Laurent. Monsieur. Voilà, alors, qui va intervenir? J'ai l'impression qu'on a parlé du coup des événements du Covid, qu'on a parlé de la façon dont les plateformes changent la façon dont on regarde les films ou les séries, etc. Mais on ne parle pas beaucoup de... Enfin, la question c'est quand même pourquoi les gens ne vont plus au cinéma et j'ai l'impression qu'il y a la question de l'adresse et de l'accessibilité qui sont des vraies questions, mais on ne pense pas tellement non plus à l'importance de la remise en question en fait, de comment aujourd'hui le cinéma fait par les gens qui le font aussi. Et là, moi, j'adore le cinéma, il y a plein de films que je vais toujours voir au cinéma, etc.
Mais je pense que malheureusement, on dirait qu'il y a du coup un gouffre aussi qui s'est créé peut-être on parle d'un déclin de la culture des gens qui ne seraient pas assez cultivés pour voir de bonnes choses, etc. Mais je pense que malheureusement, les plateformes, elles comblent aussi une attente de beaucoup de gens. Et malheureusement, elles s'emparent de questions de manière hyper opportuniste, mais qui sont peut-être importantes et attendues de la part d'un grand public, en fait. Et malheureusement, je pense qu'au cinéma, ça se passe de manière plus lente et de manière aussi tout opportuniste d'ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on oppose là, dans ce débat, la liberté des auteurs d'un côté, et qui sont déjà dans le cinéma, et la face au marché, etc. Mais j'ai l'impression qu'aussi, il faudrait peut-être repenser à comment le cinéma lui-même se pense et s'autogénère, parce qu'il est devenu une institution qui finance d'une telle façon avec et peut-être, je sais pas. Vous voulez dire que les cinéastes oublient un peu leur public? Non, moi je veux pas du tout remettre en question les cinéastes, parce que je pense que les cinéastes, il faut les défendre, mais peut-être comment, peut-être l'éducation d'ailleurs à la question de l'accès au cinéma, ou l'initiation à comment une histoire s'écrit, etc. Enfin, beaucoup de choses, et juste la question de l'accessibilité, je pense qu'elle est importante. C'est important ce que vous dites, parce que ça correspond aussi au désir peut-être d'histoire au pluriel dont on aurait besoin et qui sont peut-être pas tout étanchés par ce que nous propose le cinéma. Non, puis ce qui est très juste, pardon, c'est aussi le fait que dans la série, enfin, cette immédiateté, cette rapidité permet aussi de parler de faits de société beaucoup plus rapidement, et que quand on écrit pour le cinéma, enfin moi j'écris pendant 1 an, donc c'est long, et il y a la société change tellement rapidement que c'est difficile. Je dis, mais quand il va sortir 2 ans après, enfin entre la fabrication et le fait de la sortie, ce sera complètement obsolète. C'est peut-être ce que je suis en train d'écrire. Alors qu'effectivement, la série, d'une certaine façon, et la rapidité de la fabrication permet de réagir à quelque chose. Et c'est vrai que c'est un besoin qu'on a aussi, en plus parce que les choses vont très vite. Mais on a aussi besoin de temps sur les choses. Donc tout ça, c'est difficile de faire des généralités. C'est assez ambigu, parce qu'on a à la fois besoin de temps et en même temps de choses rapides. Et la série a comblé un manque. Oui, mais il y a aussi une chose, c'est que les gens attendaient en fait. S'attacher à un personnage, le voir grandir, s'attacher à une famille. Avoir rendez-vous. Avoir vraiment rendez-vous, ouais. Où ça va tout d'un coup. Enfin. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le cinéma, le cinéma, c'est comme la littérature, ça reste. C'est-à-dire que c'est pas forcément. Il y a une immédiatité de l'accès aux salles, au public, mais il y a aussi un temps long pour le cinéma, comme pour la littérature. Et ce qui est important, et ce qui est devenu important. C'est-à-dire que c'est pas forcément les films dont on parle tout de suite là dans l'immédiateté du petit monde médiatique, qui vont être pas plus que les œuvres, pas plus que les peintures. Moi, je sais que quand La Belle Verte est sortie, qui est un film qui avait coûté beaucoup d'argent, à 9h05, le distributeur m'a appelé en me disant le film est mort. Ça, j'avais travaillé 4 ans dessus, comme tout le monde, enfin pas plus, pas moins. Et ben non, il n'est pas mort le film. Il a pris 15 ans, mais il revit et vit, et des millions de vues partout. C'est pas pour. À l'époque, il avait fait je ne sais plus combien d'entrées. Par rapport à maintenant, ça serait énorme, mais par rapport à l'époque, c'était vraiment nul. Et à ce qu'il avait coûté. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on relativise notre petite immédiateté et qu'on voit les choses avec une certaine distance. L'art est quelque chose qui vit dans un temps long aussi. Et qui ne peut pas on n'a rien vu de Schubert, on n'a rien vu de Van Gogh à leur époque, ils sont morts tous les deux dans la misère. Donc laissons aussi le temps décider de ce qui est important dans Et on peut parler en ce moment même, puisqu'il va être proposé au Festival de Cannes et qui va sortir sur tous les écrans, l'histoire extraordinaire de La Maman et la putain de Jean Eustache, qui s'est heurté au moment de sa sortie. Je crois que Frédéric l'avait d'ailleurs programmé à l'Olympique entre Pau, une catastrophe, une bérésina, et qui... Oui, non, mais chez toi, c'est jamais une catastrophe. Non, mais je veux dire, par rapport au public, les films ont plusieurs vies, et le temps... Et là, quand je vois des filles de 20 ans, comme je suis en train de le voir en ce moment, en train de voir pour la première fois La Maman et la putain, et qui sont
tétanisée devant l'inventivité, la modernité du film, me dit, ben voilà, le cinéma, il a plusieurs vies. Il faudrait qu'il y ait une politique éditoriale. Mais peut-être qu'il y a des films de Netflix qui auront plusieurs vies aussi. Hein. Il y a une question là, à droite. Oui, je voulais parler de la question de la diffusion du cinéma. On a souvent une vision très citadine, parigo-centrée, je dirais. Et il ne faut pas oublier que dans les provinces, il y a beaucoup de cinémas qui circulent par les associations. Moi, j'habite une petite ville de Bourgogne où chaque année, on parlait de... Laura Adler parlait de rituels. Il y a un rituel, c'est le cinéma en plein air. Ce cinéma en plein air, il a une attraction populaire énorme. Et il se fait en déconnexion totale avec les circuits commerciaux. Je crois qu'il y a plein de films dans l'histoire du cinéma qui font référence à ça, à ce cinéma ambulant qui est charmant. Je le dis, vous l'entendez avec une certaine émotion, mais c'est peut-être vers ça qu'il faut aller. Oui, ça a toujours existé, ça devrait se multiplier. C'est vrai, comme le disait Agnès Jaoui tout à l'heure, qui a parlé du pass familial. Moi, j'habite dans un tout petit village où il y a 300 habitants, mais il y a du cinéma en plein air et je peux vous dire que toutes les familles sont là et que c'est un moment très, très important pour toute l'année, quoi. Moins de 25 ans. Alors, attendez, on ne vous entend pas. Oui, pour les moins de 18 ans, les moins de 25 ans étudiants, et je crois aussi tous les moins de 25 ans, c'est 6,50 € la place. Donc, c'est-à-dire c'est un demi de bière. Et donc, quand on voit qu'ils sont capables de s'avaler 3 demi de bière assez facilement avec leurs potes, etc., je me dis qu'il y a aussi... Il y a des efforts qui sont faits pour les prix. Quand on prend une carte UGC, MK2, etc., ça ne revient pas très cher. Donc, je pense que ce n'est pas seulement le problème des sous, c'est aussi le problème de les ramener vers les salles, de leur faire lâcher leurs écrans, qu'ils soient tout petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient moyens, mais de les ramener à un temps où ils sont assis, justement sans portable, sans naviguer sans arrêt dans l'appartement, dans la concentration. J'ai l'impression qu'il y a autre chose que la question du prix de la place. C'est peut-être une... C'est tout le problème, des plateformes. C'est tout le problème, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs. La plateforme, elle est une profusion disponible, permanente. Donc elle ne demande pas d'effort. Tandis que le film, il faut y aller, ça coûte un peu d'argent, pas beaucoup d'argent d'ailleurs, parce que si on dépense même 10 € pour voir quelque chose dont on se souviendra toute sa vie, c'est vraiment rien, si jamais on voit un bon film. Tandis que le McDo qui veut 2 fois plus, on l'aura perdu le lendemain. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Il y a une jeune femme qui veut intervenir, elle voulait parler. Je pense qu'il y a aussi une question d'éducation à apporter là-dessus. Je pense qu'au-delà du fait que, oui, c'est un certain prix, mais je pense que moi, je viens de sortir du lycée, donc voilà, j'ai pas beaucoup d'expérience. Mais si j'avais pas eu des professeurs qui m'avaient mis dans le cinéma et qui m'avaient apporté de la passion par rapport à ça, je serais jamais là ce soir à vous écouter. Et donc je pense qu'on est habitué, justement, on parlait de la vitesse, qu'il fallait que ça aille vite, mais je suis pas d'accord, je pense qu'on doit aussi prendre son temps parce que en ce moment tout va trop vite et on n'a même pas le temps de contempler les choses, on regarde plus les choses, on regarde plus les gens. Et je pense que le cinéma c'est fait pour ça, c'est fait pour regarder, c'est fait pour ressentir des émotions, ressentir des choses. Et l'éducation, ça va aussi avec ça. Et si on nous éduque plus, si on nous écoute plus, si on nous montre que la littérature c'est important, que le cinéma c'est important, et pas que dans les milieux sociaux privilégiés, et que qu'on entend des profs passionnés qui nous font comprendre ça, même dans des villages, etc. Monsieur parlait du cinéma en plein air. C'est par ces petites choses que l'on peut mettre des étoiles dans les yeux, des puces à l'oreille, et c'est par ces choses-là qu'il faut continuer à développer, je pense. Bravo. C'est une belle conclusion. C'est
une belle conclusion. Je sais. Allez-y, allez-y. Merci, mademoiselle. Alors, bonjour. Je suis hyper contente que je vais rebondir sur la bière et la jeune fille qui a 19 ans. Bon, moi, j'en ai 42. Mais je me demandais, et vous, les invités, si vous avez des enfants ou des connaissances, des cousins, des neveux-nièces qui ont 15 ans, 20 ans, s'ils ne sont pas beaucoup allés au cinéma, parce qu'en fait, on a une petite nostalgie pour certains, se dire « Ah, ben, ça nous manque, on va retourner ». Mais si ils n'y sont pas beaucoup allés et que finalement, je paye ma bière 6 €, et si je n'ai pas la chance d'avoir le prof qui me donne envie, c'est une minorité, j'imagine, pourquoi j'irai au cinéma? Ça ne m'a pas manqué. Je ne sais pas, dans votre entourage, du coup, Agnès Jaoui, Colline Serrault, est-ce que les jeunes qui sont autour de vous, est-ce qu'ils vont au cinéma? Et vous savez, parce qu'en fait, c'est ça, redonner envie, mais Colline Serrault parlait de les pouponnières des gens qui produisent le cinéma, mais il y a la pouponnière des spectateurs. Déjà. Et votre question, Frédéric Ménard, c'était aussi, est-ce que la grammaire du coup, du cinéma va devoir évoluer parce que ces jeunes, moi je me considère vieille, en fait ils s'en foutent un peu du cinéma. Pardon, je le dis, mais est-ce que c'est aussi une réalité que vous, Marc Fitoussi, Colline Serrault, Agnès Jaoui, vous avez vraiment ressenti? En fait, il y a peut-être moins une demande. Ils ne vont pas voir les films en noir et blanc déjà. Pour eux, c'est Jurassic Park. Et ça fait plus société. C'est une chose impossible. On ne fait plus société autour de certaines choses qu'on avait vues peut-être avec nos parents, nos grands-parents. J'ai l'impression que ça... Je ne sais pas ce que vous en pensez, du coup. Non, mais c'est très juste ce que vous dites. Moi, j'ai fait un film avec une jeune actrice qui avait 13 ans. Et donc, long casting, il a fallu voir... beaucoup d'adolescentes pour trouver ce rôle, et finalement j'ai choisi une fille qui n'avait jamais joué et qui est une actrice que je trouve merveilleuse et qui n'aime pas le cinéma, qui n'était pas intéressée. Alors c'était assez curieux de lui offrir un premier rôle et en même temps de s'entendre dire que le cinéma ça l'intéressait pas. Elle me parlait de ses émissions de télé-réalité qu'elle suivait, elle adore la télé, bon voilà, et c'est vrai que ce rôle a joué, ce tournage l'a initiée finalement au cinéma, et depuis elle a bifurqué, elle fait aujourd'hui des études de cinéma, et je me dis bon voilà, il a fallu passer par là pour l'initier, et c'est pourtant une jeune parisienne qui avait accès au cinéma, qui avait accès aux salles, mais elle et ses copines n'étaient pas du tout intéressées par... Donc effectivement, il y a cette éducation à faire, il y a cette initiation à offrir. Moi, je sais que personnellement, le cinéma, par exemple, mon amour du cinéma, je le dois par exemple à une prof de français qui nous a initiés au cinéma. Par exemple, on devait étudier Les Liaisons dangereuses, et son idée c'était de nous montrer d'abord les 3 adaptations, celle de Milos Forman, de Stéphane Fries et même celle de Roger Vadim. Voilà comment en fait j'ai en tout cas moi été initié au cinéma grâce à elle, et je la cite, c'est Madame Albouy, et c'est vrai qu'il faut sans doute comme ça un lien, un passage. Il y a un jeune homme là. Pardon, est-ce qu'il n'y a pas juste une question qui est qu'à un moment donné, il y a des acteurs, des actrices qu'on ne voyait qu'au cinéma. Ils ne faisaient jamais de télévision. Donc on allait au cinéma aussi pour les voir parce qu'on les aimait. Et maintenant, c'est une frontière qui semble beaucoup moins définie. Mais il faut trouver un moyen d'évoluer positivement, puisque le changement s'est fait. Mais il y a avait même à l'époque un snobisme, snobisme de toute façon. Un monsieur qui est un jeune homme aussi, derrière au fond, qui veut intervenir. Il y a 2 jeunes gens. Bonjour, merci beaucoup pour le débat. Étant un jeune qui parfois va souvent au cinéma, moi au contraire, en fait, j'y vais beaucoup plus depuis le Covid, parce que en fait, pour moi, le cinéma, c'est un spectacle. Comme on va à un concert alors qu'on peut écouter un album tout le temps, on y va à un concert et les gens se ruent au concert là récemment parce qu'ils vont vivre un spectacle. Et j'ai l'impression que, et d'ailleurs aussi par rapport à ce que vous dites sur les jeunes qui n'ont pas peut-être cette nostalgie, etc. Mais d'une part, je pense qu'ils ont un accès à tous les films qui ont existé depuis 100 ans un peu partout, et aussi il ne faut pas négliger leur curiosité. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui sont curieux, et la plupart des jeunes aussi,
Et si peut-être on met l'accès vraiment sur le cinéma qui plus comme un spectacle, comme pour moi, le théâtre ne mourra jamais parce qu'il y a quelque chose qui est que c'est un spectacle. On va au théâtre pas pour voir une histoire, mais pour vivre un moment. De même, le cinéma, peut-être en arrêtant de le comparer toujours à la série qui a fait un boom, certes. Et je pense que d'ailleurs ce débat entre les streamings et le cinéma est en fait juste le fait que dans les salles de cinéma, les séries ne passent pas. Et c'est le boom des séries qui explique plutôt ça. Et peut-être que si on rapprochait le cinéma du théâtre et du fait que c'est un spectacle auquel on va parce qu'on a envie de voir un film qu'on a peut-être déjà vu, on connaît peut-être déjà l'histoire, mais on a envie de vivre ça, on a envie de vivre ce moment et réserver une soirée pour faire ça. Peut-être que là, en fait, même j'ai l'impression que c'est le cas, d'ailleurs. J'ai l'impression que la plupart des gens aujourd'hui vont au cinéma pour ça. Et quand ils cherchent les films, ils vont voir. Mais c'est très juste, parce que c'est pas pareil. En fait, la série, c'est quand même une drogue. On est quand même tous dans une addiction à se dire non, je prends pas un verre de plus, non, j'arrête tout de suite, non, merde, il est 4 heures, tant pis, je m'en fous. Enfin, on est dans. C'est une addiction. Ça n'est pas du tout le cas du cinéma, c'est pas du tout le cas d'une pièce de théâtre ou d'un livre. Si, un livre, on peut avoir envie de le retrouver le soir. Mais on n'est pas dans ce même... C'est pas la même consommation, indépendamment de la qualité des deux, mais je suis très d'accord avec ce que vous venez de dire. Donc la jeunesse est très positive ce soir, c'est bien. Ah, on a 2 jeunes merveilleux. Heureusement. Les langues se délient. Bon, très bien. Alors, le monsieur, le jeune homme. Un autre jeune homme. Il y a une jeune femme. J'ai ce que dit madame. Je voudrais savoir où en sont pour l'éducation des jeunes et le cinéma, où en sont les ciné-clubs. Vous en savez, parce que j'ai aucune nouvelle des ciné-clubs. Les ciné-clubs, je sais pas, mais les cinémathèques, elles font un sacré boulot, ça je peux vous le dire. Les cinémathèques. Ah oui, oui. Elles font énormément pour l'éducation à l'image, énormément. Les ciné-clubs existent encore. Parce que j'avais un ciné-club dans mon lycée, mais ça existe encore, la Fédération nationale des ciné-clubs? Bien sûr, ah, oui. bien sûr. Elle fait un travail remarquable. Et c'est actif? Oui, très bien. Moi, je voudrais simplement répondre enfin, j'ai une question et je voudrais aussi répondre à ce que disait ce jeune homme là-bas. Pour moi, il y a un conflit qui est presque philosophique entre le plaisir et le désir, entre les deux, et prendre le temps des choses ou les avoir dans une immédiateté, comme vous disiez, un peu comme une drogue. Et moi, la question qui me trotte depuis tout à l'heure, c'était par rapport au fait qu'il y a des films qui sont produits entièrement par Netflix et pour Netflix. Et je me disais, alors j'ai la réponse, oui, c'est l'argent, c'est-à-dire que Netflix va produire, donc fournir des sommes importantes pour produire un film qui peut-être n'avait pas de financement ailleurs. Mais comment on peut en être arrivé à ce qu'il y ait un accord d'exclusivité sur Netflix à vie et que ce film ne soit plus jamais distribuable ailleurs? Et ça, comment on a pu en arriver là? Et surtout, comment on peut en sortir? Parce que ça me semble absolument incroyable. On va forcément en sortir parce que c'est insupportable. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est, je reprends l'exemple de Sorrentino, qui est quand même un type, enfin on peut aimer ou pas aimer, moi je le trouve génial, qui avait quand même forcément les moyens de produire au cinéma le film qu'il vient de faire sur Naples et le retour de Maradona. Et il choisit de le faire sur Netflix. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Alors, pardon Frédéric, mais non, le cinéma italien va très mal. Mais je sais. Non, mais donc d'après moi, il a eu beaucoup plus de facilité et beaucoup plus d'argent par Netflix que par la production italienne. Bon. Ah oui. Et c'est ça qui est compliqué aussi par rapport à l'Europe, c'est qu'on s'en rend pas compte, parce que moi j'ai un peu voyagé en Europe, notamment à la Commission européenne pour parler de l'exception culturelle française. Elle n'est pas partagée. Alors il y a des cinéastes, oui. Des auteurs, des artistes qui envient notre système et qui ont envie de le partager. Mais les hommes politiques et les femmes politiques de ces pays-là sont très peu conscients de l'importance de la culture, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus dans leur pays. Et paradoxalement, les plateformes nous ont fait connaître la cinématographie, les cultures scandinaves, danoises, de pays où les cinémas, et la France s'est pas toujours très bien comportée vis-à-vis des cinématographies européennes. Et notamment, d'ailleurs, il y a une manifestation qui est l'équivalent des Césars ou des Oscars, qui s'appelle, j'oublie le nom, la FAS, peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas marché, mais tout le monde s'en fout en France. Or, à cette manifestation où je suis allée, qui a été fondée par quand même Wim Wenders et Ingmar Bergman,
Donc quand même, et il y a, à chaque fois on retrouve Almodovar, Ken Loach, Sorrentino, etc. Mais les Français, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas, parce que tout ce qui les fascine, c'est les États-Unis. Donc il y a aussi une arrogance, et d'ailleurs ils le perçoivent comme ça, ils nous perçoivent comme des gens arrogants qui défendons notre précaré, et malheureusement, ils n'ont pas tout à fait tort. Donc il y a aussi là d'après moi, une remise en question des pouvoirs publics, voilà, et des artistes français qui se sentent éventuellement un peu supérieurs, à tort, d'après moi. Oui, merci beaucoup. Moi, je voulais peut-être rebondir sur la plupart des choses qui ont été dites. Moi, je voudrais juste peut-être rappeler qu'aujourd'hui, les jeunes ont une agilité digitale et technologique absolument incroyable. Il suffit d'une petite enceinte, d'un téléphone et d'un mini vidéoprojecteur qui sont aujourd'hui très accessibles. Quelques copains, un mur blanc, et ils ont, madame, le film, la cigarette, la bière et éventuellement tout ce qu'ils veulent. Et en plus, ils le voient ensemble, mais ils le voient ensemble entre eux. Ce qui est mieux que de le voir ensemble dans le silence avec deux. Donc je pense qu'ils revisitent le plaisir de partager un film avec une agilité que la technologie leur permet. Mais je comprends la nostalgie des cinémas de province, et je crois que c'est fondamental, parce que je crois qu'effectivement l'accès aux salles en province est peut-être un petit peu plus difficile, surtout s'il n'y a pas de voiture, c'est un peu compliqué, que la contrainte des horaires, c'est quelque chose que les jeunes peut-être aiment un peu moins, parce qu'ils s'en libèrent plus facilement, mais je crois que le plaisir est le même, et que je crois que ça n'enlève en rien la qualité du film d'auteur. Ils voient des Citizen Kane, ils savent ce que Rosebud veut dire, mais ils le voient à leur façon. Et tout seul et ensemble, parce que ça, c'est quelque chose qui, je crois, les diffère peut-être des spectateurs qu'on a été autrefois. Voilà. Mais oui, ils apprécient les bons films, donc continuez à faire de bons films. Oui, je pense que c'est vraiment la conclusion. Oui, mais en tout cas, on a abordé plein de choses passionnantes. C'est un sujet crucial. Je pense qu'on a parlé d'éducation. Il faut retourner au cinéma, mais peut-être que les plateformes et le cinéma peuvent cheminer ensemble, en fait, en ayant chacun leur destinée et leur destination propre. Mais rien n'est mort et rien n'est foutu, je pense. Non. Donc, le désir d'histoire, il est bien là. Oui. Chez tout le monde, ça. Et de rêver. Aucun souci là-dessus, oui. Désir de rêver, désir d'histoire. En tout cas, merci vraiment beaucoup. Je crois que tout le monde a plus ou moins participé, donc c'était le but. Il y a de la jeunesse, il n'y a pas que des croulants. Donc tout ça, c'est formidable. C'est la jeunesse qui nous donne des leçons. Et la jeunesse nous donne des leçons et nous remet en question. Donc vraiment, donc, le but est atteint. Donc merci beaucoup à tous. Merci la présidente. Et merci les amis.